Bonjour tout le monde, bienvenue à votre rendez-vous de l'univers des sports de combat, le KO Show. On est encore content de vous revoir cette semaine. Beau petit... Ouais, on sait pas parler. c'est Va falloir même se pas parler appelé. avant de. Ouais, va falloir s'appeler avant de s'habiller. Énorme! Hey, il y a du stock cette semaine, Matt, il y a du stock cette semaine. Si vous voulez voir ce qui s'est passé dans les semaines dernières, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, sur toutes les plateformes auditives aussi. On est là. Sur le site de KO Sport aussi. Il y a les extras qui sont là. Donc, capsule pour, combat pour les nuls. Les entrevues que vous pouvez voir en primeur avant tout le monde, avant que ça sorte sur le YouTube. Donc, le KOsport.tv. Abonnez-vous. Il y a des extras là-dessus. Pas juste de notre show. Il y a des extras de toutes les shows sur cette plateforme-là. Il y a l'application. Hein? Ils sont tous bons, les shows. Pour vrai, ils sont vraiment bons, pour vrai. Et l'application de KO Sport, donc si vous pouvez nous écouter partout où vous êtes, sur la planète, n'importe où, n'importe quand, vous pouvez nous écouter, vous pouvez faire tout un recap de ce qu'on a fait. C'est notre 10e show. Hey, c'est aujourd'hui. Hein, c'est aujourd'hui. 10e C'est show. spécial. Ouais, puis là, on va commencer parce qu'on a du stock. L'univers est bien rempli. C'est le round 1. Round 1. Il y a du stock. Alors, on va commencer tout de suite parce que vraiment, là, il y a vraiment beaucoup de stock. Évidemment, on va revenir avec l'UFC 324, mais là, il faut parler de ce qui se passe ici au Québec. Énorme nouvelle qui a tombé pour un Québécois ici au niveau de la boxe, Christian Mbili, qui était champion intérimaire de la WBC. Finalement, avec la retraite de Terence Crawford, on lui a enlevé son titre avant qu'il prenne sa retraite parce qu'il ne voulait pas payer les frais à la promotion. On lui a donné le titre officiel de champion du monde. C'est curieux quand même. Ben, Un petit peu. c'est le fun que ce soit notre Québécois qui l'est. Puis de toute façon, il était l'aspirant légitime au titre. Mais vraiment, il y a eu une procédure. Hier, on a vu sur les réseaux sociaux, il était recevoir sa ceinture des dirigeants du WBC avec Camille et Stéphane puis tout. Il y a vraiment comme une petite cérémonie où ils ont redonné sa ceinture. Il tombe champion sans s'être battu. C'était le champion intérimaire. Ouais. C'est quand même drôle, on voit pas ça tout le temps, mais tant mieux pour lui. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il va pouvoir gagner la ceinture pour vrai. Là. C'est ça, parce que là, on se demande, OK, ça va être quoi son prochain combat pour... T'sais, on dit tout le temps qu'un champion est un champion quand il a défendu au moins une fois sa ceinture. Le légitimé. Exactement. Fait que là, tu sais, on parle à court terme, qu'est-ce qui va arriver? À court terme, on voit peut-être une revanche face à Lester Martinez, qui a été son dernier combat. Ça s'est fini un combat nul. Tout un fight entre les deux. Un des Fight of the Year. Est-ce que ça pourrait être lui? Évidemment, dans cette division-là, à long terme, on peut peut-être rêver d'un combat face à Canelo Alvarez. Si ça lui tente, mais je pense que ça va être un peu tôt. Mais même contre Lester Martinez, l'équipe de Mbili semblait dire que ça attendrait un petit peu quand même. Je me souviens plus des noms qui avaient été avancés parce qu'il était censé se battre peut-être en février même, hein, dans la nouvelle avant Noël. Fait que Lester Martinez, j'y crois pas à court terme. Peut-être pas à court terme, mais pas pour le premier combat, la première défense de ceinture, on va dire. Mais à court terme, ça serait bien que ce soit fait parce que c'est tout un combat. C'est le combat qu'on veut voir. Ben oui, parce un combat nul, c'est ça. Furieux qui se sont livrés au printemps, à l'automne dernier. Fait que ça serait vraiment très bon à voir. Puis on va en reparler tantôt avec Barrios puis Garcia. Un autre combat de boxe qui a été annoncé. Bon, on en va en parler dans les Hypoke News. La WBC fait pas mal ce qu'ils veulent. Ils s'en foutent un peu des classements, des affaires la même. Fait que, tu sais, oui, il était champion intérimaire, mais on lui a donné la ceinture. Je pense qu'on voulait pas avoir une ceinture vacante. On avait déjà une option d'avoir un champion. On lui a donné le titre. Tant mieux, parce que, tu sais, pour Christian Mbili, on en a parlé souvent, c'est un beau boxeur, c'est un gars qui est intelligent, qui a une tête à ses épaules, parle bien, représente bien la boxe. Puis si on veut redonner une santé à la boxe québécoise, ben ça peut passer par ça aussi. Tu sais, les gars qui commencent la boxe, on regarde des gars de même qui vont s'inspirer de des boxeurs comme ça, que c'est WBC. Là. C'est la catégorie reine. Oui, WBA est très près, mais je pense que tu demandes à n'importe quel boxeur sur la terre, laquelle tu veux, c'est WBC. Tu sais, t'as la face de Mohamed Ali dessus. C'est emblématique quand même. Tant mieux. Un champion du monde au Québec, on en a bien besoin. Comme on disait, même dans nos souhaits pour l'année, c'est que la boxe revienne à l'avant-scène au Québec. Puis, à saveur internationale, c'est possible. Ramener des combats de championnat du monde ici, ça serait vraiment, vraiment le fun. On est dû pour ça. Là. On est dû. Imagine Mbili, Canelo Alvarez à Montréal. À Montréal, ça serait le fun. Mais écoute, on rêve. Là. On rêve solide. On rêve solide. Mais ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Une autre grosse nouvelle qui a tombé pour la boxe au Québec ici, parce que ça vient de... C'est un poulain de Eye of the Tiger. Makhmoudov. Ouais. C'est venu de nulle part. Absolument. Champ à gauche comme là, parce que Tyson Fury sort de sa retraite encore, une deuxième fois, après 2 défaites contre Usyk. Il sort de sa retraite, et là, on va se battre contre Makhmoudov.
Regarde, j'écoutais la radio hier, on se jasait justement pour les derniers détails du show, hein, je pense, hier, avant-hier, puis pouf, ça sort comme ça. Je suis comme, c'est venu de où? Il n'y avait pas de rumeur, il n'y avait pas de rien du tout. Moi, ce que j'en lis, c'est pour le clan Fury, c'est probablement un combat de chauffe, pour eux, de retour, qui va peut-être l'amener à un autre combat de plus grande envergure. Parce que je vois pas pourquoi il ressortirait de sa retraite pour se battre contre Makhmoudov. Fait que tu sais, c'est un... Ouais. Moi, je pense que c'est ça leur plan de match. En fait, c'est combat de remise en forme. De remise en forme. Fury. Exactement. C'est ça à 100%, si on ne sera pas de cachette, mais toute une opportunité pour Makhmoudov. Puis tu sais, c'est chez les poids lourds. Never know. C'est ça. Never know. Never know. C'est sûr que, tu sais, beaucoup plus mobile du côté Fury, beaucoup plus d'expérience. Tout est à l'avantage de Fury là-dedans. Sauf que, on en a déjà parlé souvent, t'as bien beau être 1 million contre 1 sur papier, quand la cloche sonne, surtout c'est pas lourd, une shot peut changer la... Puis surtout si de Fury... T'sais, on l'a déjà vu dans le passé, Fury prendre peut-être des adversaires à la légère avec sa préparation d'avant-combat. Ngannou, il l'a pris à la légère. Mais c'est ça. Fait que, tu sais... On sait jamais. On en parle un petit peu plus tard, mais Rios, qui avait upseté Anthony Joshua il y a plusieurs années, ça a été un des upsets de la décennie. Ça peut arriver. Ouais. Fait puis je pense que Makhmoudov, ce qui est cool, à l'âge qu'il est rendu, il était temps qu'il y ait ce type de combat d'envergure-là. Tant mieux. Puis ça va se passer où, non, déjà? Ça va se passer en Grande-Bretagne. Oui, en Grande-Bretagne. Le 11 avril, sur Netflix. On a le temps d'en reparler, mais aussi, c'est une grande vitrine pour Makhmoudov. On pourra la regarder, exact. En Grande-Bretagne, le 11 avril prochain. C'est là que tu vois que le Eye of the Tiger Management s'est rendu sérieux. C'est un autre niveau. Camille Stéphane, son équipe, là, tu vois vraiment que sur la scène de la boxe mondiale, ils sont là. Ça, c'est tellement une bonne nouvelle pour nous autres. Quand tu es capable de placer tes boxeurs dans des combats d'envergure comme ça, c'est pas rien. Puis ils ont les moyens de le faire aussi. Là, on a parlé à Yvon Michel dans un face-à-face il y a 2-3 semaines. Puis ça qu'il disait aussi, il dit, tu sais, on n'a pas les moyens de Eye of the Tiger. Il disait tout candidement. Il était bien honnête avec ça. Puis tant mieux si il y a des combattants qui viennent d'ici du Québec ou ben non, qui s'entraînent ici au Québec. On s'entend que Makhmoudov, c'est pas un Québécois. Là, mais non plus d'ailleurs. Mais il s'entraîne ici au Québec, ce qui fait qu'il vient d'une écurie québécoise. Donc, il était bien honnête avec ça. Il dit tant mieux pour eux autres si on a les moyens d'aller chercher ces contrats-là des offres d'appel comme ça. Là. Parce que ça prend ces moyens-là. Pour placer un Makhmoudov, là, ça prenait des sous. T'sais. Oui. J'imagine, en tout cas, mais tant mieux. Ça, c'est excitant. Écoute, parlant de sous, Paramount, je pense qu'ils ont fait un coup de circuit. Ils ont payé très cher les droits de l'UFC. 1,1 milliard par année pour 7 ans. C'est le premier événement à Paramount, premier événement de l'année, de l'UFC 324. Des petits chiffres rapidement. Il y a eu un pic de 4,9 millions en moyenne de monde qui ont regardé l'UFC sur Paramount. En moyenne, c'est ça. Mais le pic, c'était 5,9 millions. C'est énorme. C'est énorme. Pour un sport qu'on dit de niche. Exact. Parce que quand on parle des plus grands pay-per-view vendus, là-dessus, sur 5, il y en a 3 que c'est Conor McGregor qui était là-dessus. Ça a tout été entre 1,1 et 1,4 millions. Ouais. Là, on est 5 fois plus. Là. Mais ça devient abordable pour le grand public. Le grand public est abonné à Paramount déjà d'avance. Oh, ils s'intonisent. On va aller voir. Qu'est-ce que ça a l'air? Il y a 1 million de plus d'abonnés qui se sont abonnés à Paramount pour regarder l'UFC. C'est un deal. Tu sais, quand tu regardes ça, t'es l'amateur, tu payes, je me souviens plus c'est quoi le montant par mois, là, ça doit être une affaire entre 10 et 20 piastres. Ouais, c'est 8,99, je pense. Hey, ça, c'est pas cher. Ou un petit peu. Ça a monté. Je pense que c'était 69 piastres par année, pas Paramount. Là, ça a monté à 99, je pense. Imagine, t'as le prix de un pay-per-view. Ouais, non, je sais. Fait que tu regardais ça chez vous tout seul, tu sais un pay-per-view, tu lis ça avec tes chums, sinon chez vous, payer 75 piastres. Ouais. Là, tu as ça de facto. Fait que ça amène d'autres amateurs aussi qui ne voudraient pas payer ce prix-là, dans un pay-per-view. Mais il y a un prix à payer aussi pour ça. Il y a beaucoup d'annonces. Il y avait de la pub, hein? On Écoute, en a vu. Nous autres, la beauté, nous autres, ici au Canada, c'est vrai qu'il faut que tu payes ton pay-per-view, mais il n'y a pas d'annonce. Puis aussi dans à TVA Sport, quand on fait les combats préliminaires, on essaie de rester le plus souvent entre les rounds, on essaie d'avoir les marges des combattants. Ce qui a été un peu coupé avec le broadcast de Paramount parce qu'il faut bien qu'ils rentabilisent avec les pubs. Fait que souvent, les marges des combattants étaient coupées. L'interaction entre les hommes de coin, entre les rounds aussi, puis leurs combattants étaient coupés aussi. C'est sûr que ça enlève un peu de momentum dans le combat. Ça fait partie du combat. Le gars qui regarde ça ou la fille qui regarde ça, il veut savoir ce qui se passe et les conseils qu'on a donnés dans le coin. T'sais. C'est pertinent. Puis là, exemple, toi, à la description, qui bonifie par-dessus ce que l'entraîneur a dit à son poulain dans le coin entre les deux rounds,
c'est là que tu vois, tu vis le combat pas mal plus. Mais là, comme tu dis, il faut le payer, ce deal-là, à 7 quelques milliards. Fait que c'est sûr que ça vient pas sans contrepartie. Là, puis il fallait, je pense qu'aussi avec ce deal-là, avec 7 milliards pour les 7 prochaines années, il fallait essayer de redonner un peu aux combattants aussi. Fait qu'on a monté les bonus. On est-tu pesant, Pat? Hein? On avait parlé, je pense que c'était à cause de nous autres. On en a parlé, moi je pense qu'ils ont vu le KO show, ils ont dit bon, là les fighters, il faut qu'ils soient payés. Ils ont raison, ces deux-là. Écoute, avant c'était 50 000 de bonus pour le Fight of the Night, puis les 2 performances of the Night. Là, on a monté ça à 100 000. Puis 25 000 par finition. Moi, je trouve que ça, c'est encore mieux que le 100 000. Ben oui. Tu sais, là, c'est le fun parce qu'il y en a que des fois, tu te faisais voler le Fight of the Night, Performance of the Night à cause des grosses vedettes qui étaient des gros noms. Mais là, si tu finis un combat, tu as au moins 25 000 de plus dans tes poches. Bon, il y en a qui vont dire encore, j'ai lu un calcul un moment donné. Tu sais, si, mettons, tu as à peu près 550 combats dans l'année, puis tous les combats se finissent. Puis tu donnes à peu près, en tout cas, en tout et partout, si, mettons, là, tu donnes des bonus à toutes les fois qu'il y en a, tu vas payer à peu près 35 millions par année. Moi, j'avais lu 15, moi. 15, ça, c'était juste les finitions. Ouais. C'est 500, c'est 25 fois 550, whatever. Ou quelque chose. En tout cas, c'est autour de 30 millions. OK? Fait que là, oui, c'est beau, on a ça. Mais quand tu regardes que il y a 1,1 milliard par année qui a été payé par Paramount, plus les droits de télé internationaux qui ne sont pas avec Paramount, plus tous les commanditaires qui sont sur le mat. C'est beau, là. C'est le fun. On donne plus d'argent aux combattants. Je comprends, c'est le fun. C'est beau, là. Mais donner 30 millions de plus par année pour l'UFC... C'est un pas dans la bonne direction. Voilà, c'est Puis, ça. on parlait la semaine dernière, justement, la mentalité des combattants n'est pas là, au niveau business et tout. Je jasais avec un ancien combattant de l'UFC cette semaine, justement. Puis là, je jase de cette actualité-là avec lui. Puis il est comme, « Hey, c'est cool, pareil. » Ouais, mais je dis, hey, au bout du compte, là, ça aurait pu être monté à une couple de 100 000. Mais, ouais, mais ça revient à pas mal d'argent pareil, le UFC. Tu comprends? Ouais. Tu es censé vouloir avoir la meilleure partie pour toi. Puis il y a encore cette mentalité-là de. Encore une fois, on revient au partage des revenus. Exactement. Hey, c'est des peanuts. C'est ça. Mais tant mieux. On va regarder positif. Ils l'ont fait. C'est correct. T'es le premier gars de la carte, tu fais une soumission ou un knockout, t'as 25 000 de plus. Voilà. Cool. C'est ça. Ça, c'est bien. Moi, ça va changer le pace aussi. Les gars vont vouloir finir. Oui, c'est ça que Paramount voulait. C'était leur condition. On veut plus de combats plates. On veut que les gars... On veut donner une raison aux gars d'aller terminer les combats, même s'il n'y a pas un combattant qui va à la décision. Là. Ça n'existe pas. Ça. Non, moi, ça je pense qu'à soir, je prendrais bien une bonne décision. Bonne décision. Une bonne décision. Paddy Pimblett, il l'aurait pas prédit ça. Ouais. Non, exact. La finale, eh bien, c'est la grande finale. Ça a été Paddy Pimblett contre Gagey pour le titre intérimaire des poids légers. Bien des affaires qui se sont passées dans ce combat-là. Évidemment, on sait c'était quoi le style de combat de Gagey qui a fait exactement ce qu'il voulait. Ce qu'il devait faire aussi. Ce qu'il devait faire aussi. On a vu, par exemple, que Pimblett était capable de prendre une shot. Solide menton. Il m'a impressionné. Ouais. Côté menton, côté toughness, là, il est capable d'y aller. Comme tu disais, du côté de Gagey, il a fait ce qu'il avait à faire pour gagner. C'était sa clé de la victoire. Créer une bagarre de ruelle comme ça. Puis il l'a bien fait. Puis Pimblett a jamais ajusté non plus. Non. Il y a ça. Quand Pimblett a voulu y aller, moi j'ai admiré ça. Ça donne un bon fight, un bon show. Puis Pimblett, tu sais, son action en bourse n'a pas diminué là, tant que ça. Il a montré au monde qu'il est capable d'y aller à la guerre, tout le kit. Mais il n'y a pas la force de frappe. C'est ce qu'on a vu. Mais il a donné raison aussi à tous ceux qui critiquaient peut-être qu'il n'y avait pas d'affaire d'avoir un combat de championnat du monde. Mais moi, je trouve pas. Il a été là, il était à la guerre. Je pense qu'il y a eu un manque au niveau de la stratégie à quelque part aussi. On amène au sol, là, c'est ta en force. même temps, des fois, je me dis, quand tu te fais trop distraire avec ce qui est alentour ou de quoi de même, des fois, peut-être tu vas passer à côté des petits détails pour aller chercher une victoire. Je te dis ça parce que il a payé 150 000 $ de billets pour amener 250 personnes là-bas. C'est des affaires qui... c'est pas supposé de rentrer en ligne de compte, ces affaires-là. Il rentrait, puis il dansait partout, puis il voulait donner un show. C'est correct quand tu veux te faire connaître et te faire un nom. Là, rendu là, c'est la performance. Je dis pas qu'il n'a pas livré une bonne performance, mais Gagey, il a fait le combat de Gagey. Ouais. C'est ça qu'il a fait. Il a rentré dans le jeu de l'adversaire. Puis, il n'y a pas à dire. Écoute, Gagey m'a impressionné. Tu sais comment je suis pas fan. Pas Gagey, excuse-moi, Pimblett. Je suis pas fan. Il m'a impressionné. A monté un très bon striking. Là. Dans le fond, il strikait vraiment mieux que Gagey. Oui. C'est juste que l'impact des coups était
pas dans la même stratosphère. Tu as raison, mais pas au premier round, ça allait bien. Au premier round, quand il sortait son uppercut de arrière, les coups de genoux, puis à un moment donné, là, à cause de la pression, je pense qu'à un moment donné, là, il est comme déstabilisé. Il s'est fait faire mal. Mais il s'est fait faire mal, je comprends. Mais l'uppercut passait tout le temps. Puis Gagey, à toutes les fois qu'il se penche, il se passe tout le temps de ce côté-là. Il rentre direct dans l'uppercut, les genoux. Puis au premier round, cette stratégie-là, on l'avait vu, puis ça marchait. Ouais. C'est juste que Gagey a un menton de métal. Là. Il a un menton de métal, puis à un moment donné, tu reçois tellement de frappes que le plan de match déraille là, pour un gars comme Pinblett. Mais curieux comment il se bat quand même, Justin Gaethje. Hein? Ça a l'air tout le temps d'un dogfight, mais c'est son style à lui, mais c'est surtout son rythme de combat. Puis il fait tout le temps la même affaire, tu checkeras. Les 2 premiers rounds, c'est dans le tapis. 3e round, une pause. Ouais. Là, t'es comme, là, l'autre, il essaie de s'ajuster. Une pause marquée. Là. Puis après ça, 4e, 5e, il repasse à 5e vitesse. Championship fight, c'est là qu'il gagne. Exact. C'était tout un combat. C'était bien géré. Tu sais, côté Gaethje, tu dis, c'était un brawl. Non, c'était très stratégique aussi. Il y avait un plan de match pour l'exécuter. Ouais, puis tu sais, Pinblett a essayé 4 fois d'amener le combat au sol, 0-4. On oublie que Gaethje. C'était timide. C'était très timide, mais on oublie que Gaethje, c'est un excellent lutteur aussi. Là. C'est ce qui est le plus sous-estimé. Ouais. Même Makhachev respectait sa lutte. Il avait même dit des bons mots pour lui à un moment donné. Ça n'en dit long. Fait que non, Gaethje, c'est parce qu'il ne montre jamais sa lutte, mais l'amener au sol, c'est pas une histoire facile. Là. Ils ont eu le Fight of the Night, ce qui fait que Gaethje a 15 combats dans l'UFC, 15 bonus de performance. Insane. Il devrait être multimillionnaire. Pour vrai, c'est un wet dream de promoteur, ce gars-là. Ben oui. C'est exactement carrément. Ça. Qu'est-ce qui se passe après? Ben là, c'est sûr que Gaethje va attendre Topuria. On parle déjà peut-être du main event à la Maison-Blanche. Ça serait fantastique. Ça ferait du sens. On espère que Topuria va être capable de régler ses affaires. Mais tu sais, il y a Tsarukhan qui est là aussi. Là. Il est toujours dans le mix. C'est ce qui se passe. Même Tsarukhan, il a dit, hey, moi, là, parce que Topuria vend sa maison à cause de ses problèmes conjugaux. Tsarukhan, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Il vient d'une famille. Il dit, garde, je vais acheter ta maison si on se met ensemble après. Incroyable. C'est incroyable. Mais vois-tu, le combat qu'on a tous adoré regarder de Pinblett contre Gaethje, il n'y a pas de compétition contre Topuria. Oubliez ça. Là. Je veux dire, moi, ce que j'ai vu de ce combat-là, c'était malade. Ça aurait été un baddest motherfucker fight incroyable pour la ceinture. Mais pour la stature de champion du monde, oublie ça, le Topuria est trop bon partout. Là. C'est ce que je pense, moi aussi. Il est trop technique, il est trop crisp. Il est trop fermé dans sa garde aussi. Gaethje doit avoir une bonne force de frappe. C'est souvent des overhands. On le sait, hein, le fameux knockout de Topuria sur Oliveira, c'était choc, ça aurait été fini. Fait qu'il n'y aura pas de match. Je veux le voir, le combat quand même. Bon, on s'entend que le sommet de la carrière, l'exemple de Gaethje, c'était ce combat-là. Là. Puis tu sais que dans les légers, c'est la seule division de poids que tous les champions intérimaires sont jamais devenus champions officiels. Ouais. Okay. Tony Ferguson, Dustin Poirier, Gaethje, c'est la 2e fois à 37 ans qui est devenu champion intérimaire. C'est le plus vieux champion des poids légers. Il est intérimaire. Ouais. Mais c'est jamais arrivé que... Ça m'en dit long. Fait que c'est ça. Le champion est souvent très dominant. Là. Ouais. Puis là, pour Paddy, c'est quoi le next? Conor, Dan Hooker, peut-être. Tu sais, le perdant de Dan Hooker face à Benoît Saint-Denis. Moi, je suis tanné de Dan Hooker. Là, je te fais une confidence. Moi, je suis tanné de Dan Hooker. Hey, en tout respect, là, c'est un combattant élite là, dans l'UFC, évidemment, mais le voir, il est toujours là. Parce qu'il est durable, puis il est capable de donner un show un peu en même temps, mais en tout cas, moi, perso, on en parlera tantôt, mais je pense que Saint-Denis va passer au travers, tu sais. S'il est intelligent, là, tu sais, il fait un combat logique, Benoît Saint-Denis va traverser Dan Hooker. Là, maintenant, on l'a vu, Dan Hooker. Là. Il a servi de chair à canon pour tout le monde, je pense, à 155 Je pense qu'il est trop bon pour être un gatekeeper. Oui. Mais vraiment pas assez bon. C'est comme ça qu'on l'utilise quand même. En même temps, il est vraiment pas assez bon et vendeur pour être aspirant au BMF ou au UFC title. T'as raison. Là, je suis plané. Bon, ben, regarde, tu parles de Conor. Dana White dit, oui, Conor, on parle avec Conor pour la Maison-Blanche, c'est sûr, ça serait un retour incroyable. On a enlevé le combat contre Chandler, on a enlevé le combat contre Masvidal. Il dit non, ces deux-là, ça n'arrivera jamais. Bon, là, on a déjà dit ça souvent. Mais là, il y a une Paddy contre Conor. Puis c'est des fanbases similaires, hein? Parce que c'est exactement, c'est ces les plus gros fanbases, je pense, de l'organisation. Grande-Bretagne contre les Irish. Puis tu sais, Conor, quand il est rentré, il y avait déjà un hype des Irish derrière lui. Pinblett a un peu copié ça également. T'imagines-tu comment ça serait
Conférence de presse. Ah, ça serait. Pour vrai, ça va se battre dans la foule. Tu veux ça? Ben oui. Tu veux. Ben... C'est clair, les British contre les Irish. Ça serait-tu malade, hein? Mais en tout cas, on va voir ce qui va arriver avec ça. Mais Gagey qui est allé chercher encore, pour une deuxième fois, le titre intérimaire à 37 ans. C'est le plus vieux champion des poids légers. Ben oui, je suis content pour lui. Intérimaire, là, mais oui. Puis, en tout cas, on va finir là-dessus. Là, je sais pas si j'ai hâte de voir Gagey dans 6-7 ans. Ça peut être triste. Ouais. Hey, écoute, tu regardes le combat là, de samedi passé. C'est parce qu'il a tout le temps fait des combats de même. Ouais. Tu sais, peu importe la force de faire de Pimblet, là, marcher dans des uppercuts pour te rendre à ton coup. Ouais. À un moment donné, dans la vie... Tu disais, faut que tu payes le prix pour toucher à la cible. À un moment donné, t'as peut-être plus d'argent pour payer ce prix-là. Exactement. Là. Le prix est cher à payer encore. Fait que, tu sais, moi, ça pourrait être triste. À moins que ce soit un phénomène de génétique. Ah, ça, on ne souhaite pas, là, évidemment. Là. En demi-finale, Sean O'Malley face à Son Yadong. Bon. Combat très serré. Victoire de O'Malley. Ça lui a fait du bien. Je pense qu'O'Malley a volé le combat au 3e round. C'est assez égal. Puis Yadong a comme rentré dans une guerre coup pour coup. Là, il s'est fait faire beaucoup de dommages à la fin du 3e round. Je pense que c'est ce qui est arrivé. Mais écoute, je trouve que la stratégie de Yadong était quand même à discuter. C'est un bon lutteur. Il aurait pu changer le rythme du combat, mais il est resté debout. Il est resté dans l'espèce de beat que Sean O'Malley lui a donné. Puis un beat très slow. C'était pas rapide. Non. C'était différent pour O'Malley. Mais ça me fait tellement penser au combat contre Peter Yan. De O'Malley contre Peter Yan. Un combat, ça ne se juge pas sur un round. Puis tu sais, ça peut être discutable le 2e round, mais moi, dans ma tête, j'avais Dong gagnant. Puis là, oui, écoute, très, très dominant au 3e round, mais les 2 premiers, moi, je ne donnais pas nécessairement. Ben, le premier était très serré. Le 2e, c'est sûr que ça allait du côté de Song Yadong. Je sais pas. Mais tu sais, encore là, c'est bien parce que, puis là, on ne se fera pas de cacher, c'est bien parce que c'est une vache à lait du UFC, là, Sean O'Malley, là, puis ils veulent le voir là, puis le quitte, parce qu'il est vendeur, tu sais. Mais honnêtement... Mais ce combat-là n'est pas vendeur. Non, ce combat-là n'est pas... Parce que lui, là, il veut une revanche contre Peter Yan, puis Yan qui va se faire opérer, là, fait qu'il est out jusqu'à la fin de l'été. Mais, tu sais, une performance de même, est-ce que ça vaut un combat de championnat du monde? Puis je trouve que la célébration qu'il a faite après O'Malley est un peu too much pour la performance qu'il a donnée. Je peux comprendre que le gars s'est enlevé un bon poids à ses épaules d'en coller une, finalement, de coller une victoire. Mais non, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, ça le ferait pas monter. Si c'était pas Sean O'Malley, ça serait n'importe quel autre combattant, ça le ferait pas monter dans la hiérarchie, là, on va se le dire. Là. Moi, tant qu'à moi, le next fight devrait se battre contre Ayman Zabi. Là. Ben, c'est ça. Là. Ça devrait être ça. Parce que c'est pas vrai que tu m'en as assez montré pour dire qu'on te donne un title shot automatique. Je pense pas, non. Ou peut-être un combat contre Merab. Ben, de toute façon, tu sais, Merab et Peter Yan, il avait déjà... C'était supposé déjà être le combat revanche immédiatement. Là, Peter Yan, il va se faire opérer sur une chirurgie mineure, mais quand même... Fait que, oui. Puis moi, je pense pas que le résultat d'un Merab contre O'Malley 2 serait très différent. Honnêtement, je le vois pas vraiment différent comme résultat. Ah, non. Ouais. Tu sais, je veux dire, fait que j'aime autant mieux de voir O'Malley contre Ayman Zabi. Ça serait très bon. Puis tu sais, dans ce combat, il s'est fait d'amener au sol, O'Malley, dans les 2 premiers rounds. Puis tu vois qu'il dit qu'il s'entraîne à la lutte. Il dit, mais tu vois aucun réflexe de défensive. Il accepte la position. Ouais. Il y a une fois qu'il est allé pour la guillotine, mais les autres fois, là, il tombe à terre. Puis là, après 3 secondes, il devient patient, puis il fait ça de même, puis il regarde l'arbitre. Comme... Non, mais l'arbitre, tu viens de te faire takedown. Défends-toi, attaque, reverse, essaye de te relever. Non, aucun. Moi non plus, je vois pas de réflexe de lutte. Il n'y a aucun crossface qui rentre. Il cherche pas l'underhook. Il a attaqué à guillotine 2 fois, comme tu dis, mais sur son dos, il n'y a rien qui se passe. Là. Bon, mais moi aussi, je suis d'accord. Sean O'Malley contre Ayman Zabi. Ça serait bon. On aimerait ça pour. Pour Ayman, ça serait un bon combat aussi. Là, autant pour la notoriété que pour la visibilité. Ça serait génial. Puis Ayman, pourquoi pas? Non, très bon. Là, il est monté. Hein? Ayman, il est rendu 6e. Là. Ouais, il a pris une place au classement. Et le fighting IQ d'Ayman Zabi est pas mal supérieur à la moyenne des ours. Là, fait que moi, je le verrais mixer beaucoup. Fait que ça serait excellent. Il est très bon, ça, Ayman. Parlant d'ours, les 2 poids lourds après, qui étaient... On va pas faire 10 minutes là-dessus. Là. Non. C'est terminé. C'était assez ordinaire. Derek Lewis, écoute, il a fait partie du pire combat de l'histoire face à Francis Ngannou. Puis celui-là, je pense qu'il peut le mettre en 2e. Close second. À 40 ans, je pense c'est assez. Là. Je pense que c'est pas mal fini pour Derek Lewis. Là. Parce que là tu peux pas investir. Il coûte cher. Là.
Ben oui, il coûte cher, Derek Tu peux Lewis. pas investir autant d'argent dans Derek Lewis puis qu'il nous donne une performance demain. C'était dégueulasse. Derek Lewis est rendu dans sa carrière à se battre chez Bare Knuckle plutôt. Dans le sens qu'il n'y a pas de combo au sol. Cause Sport est en train de bâtir une grande famille avec plusieurs contenus, dont évidemment le hockey, le football, le soccer, le golf et maintenant des sports de combat. Sur l'application causesport.tv, ben, vous avez de l'extra, vous avez des entrevues également. On a l'application que vous pouvez télécharger et aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Là, il a perdu. Là, on va rire aujourd'hui. Là. Il a perdu parce qu'il n'a pas été capable de se relever. Mais pas se relever parce que l'adversaire, il était pas capable de rouler sur lui-même et se lever debout, comme une vieille personne, genre. Hey, écoute, son adversaire qui prend le temps, il est comme, OK, je vais embarquer dessus. Là, j'étais comme, s'est-tu fait rocker? Tu sais, mettons, parce que rester flat comme ça sur son dos, il n'a même pas essayé de technical stand-up, rien du tout. Et il était brûlé aussi. Il a fait, oh, fuck off. Fait que, tu sais, comme tu dis, au prix qu'il coûte. Il était supposé arriver dans sa meilleure forme de sa vie, parler des peptides, que l'UFC l'avait guéri avec ça, puis il était en pleine forme. C'est vrai qu'à peser, il avait l'air quand même en sharp. Il y avait des abdos, pas des abdos, c'est la première fois, mais clairement que ça n'a pas... Mais c'est du MMA, ça vaut ça, le Carlin. Puis Cortez Acosta, 3 victoires de suite pour lui. Il quand même de faire quand même... il est dans le mix. Il est dans le mix. Oui, il est dans le mix, absolument. Je sais pas l'autre, la catégorie n'est pas si profonde, fait que c'est un... Il est dans le mix assurément. Mais Nathalie Silva qui va chercher une grosse victoire face à Rose Namajunas. 3e combat de suite qui abat des anciennes championnes du monde. Alexa Grasso ici à Montréal. Avant ça, c'était Jessica Andrade. Et là, on va chercher une victoire face à Rose Namajunas. Victoire, je ne sais pas controversée, mais il y a plusieurs qui allaient de l'autre bord. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. On a vu Namajunas démoli en arrière. Là. Elle a vraiment pris ça rough. Namajunas qui va se faire opérer à l'œil parce qu'elle a reçu un doigt dans l'œil aussi. Fait que là, elle va se mettre des tubes dans l'œil. Encore une fois, c'est l'espèce de. C'est tout le temps la polémique des doigts des yeux. Mais c'est pas qu'on fasse. C'est ça. Je veux dire, l'UFC devrait faire quelque chose. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il y a une limite à faire quelque chose. C'est ça. Ils peuvent pas fermer les doigts. Ils peuvent pas les coller ensemble. Ils peuvent. Tu sais, oui, être plus sévère, peut-être, aiderait les combattants à fermer leurs mains. Par exemple, tu te fais enlever un point automatique, peut-être. Mais à part ça, comme tu dis, ça a été un combat quand même slow pace. On attendait qu'il se passe de quoi. Quand on regardait l'analyse du combat la semaine dernière, moi, je t'ai dit, hey, Natalia Silva, c'est for real. Je veux dire, moi, je pense vraiment qu'elle est légitime et tout. Moi, je trouve que c'est un petit setback. Pas sûr qu'elle a tant gagné ce combat-là non plus. C'est pas le vol du siècle. Là. Non. Mais elle m'a pas. Puis même dans son style, j'ai trouvé. En tout cas, elle peut pas pogner Valentina demain. Là. Ben, non, oui, mais ça va être ça. Combat, mais encore là, il n'y aura pas de combat là. Elle sautille beaucoup sur place. Elle fait des... Ouais, elle fait beaucoup de shake and bake, exactement. Ouais, mais il y a tellement de mines qui a sorti mais pas efficace. Ouais. Rose debout était de loin supérieure selon moi. Même dans le combat au sol, pas au corps à corps, c'était pas. Elle m'a pas convaincu. Non, c'est dommage parce que ses dernières performances étaient convaincantes, celle-là. Mais Rose, on oublie comment elle est bonne. Oui, elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Elle est meilleure que ce qu'elle nous a montré. Oui. Puis là, elle est restée unidimensionnelle dans son approche. Elle n'a pas essayé tant d'amener au sol que ça. Au sol, c'est sûr qu'elle était meilleure qu'elle. Oui. Puis, des fois, elle est bonne. Elle va chercher le double leg avec un crochet de la jambe aussi. Elle est vraiment bonne pour amener au sol de cette façon-là. Elle l'a essayé peut-être une fois. Elle s'est fait stuffer. Puis là, après ça, ça a comme... puis là, on va aller au bout du point. Fait que ça a donné c'est deux styles qui se ressemblent un peu. Fait que ça n'a pas donné une belle danse entre les deux. Ça a donné une chance à son adversaire de sauver avec la victoire, mais en tout cas, c'est ça. C'était pas... j'étais un peu déçu de celui-là. Je m'attendais à plus. Jean Silva contre Alan Allen. Ça, c'était pas décevant. Excellent début de combat pour Allen. Il bougeait. Il mettait un doute dans la tête de Jean Silva. Et Silva qui était très patient. Plus qu'à l'habitude. Il sort fort plus que ça. Oui, mais on l'a vu en entrevue après... avec Joe Rogan, il dit c'était ça. Là, mes hommes de coin, ils disaient attends. Puis je me retenais parce qu'on savait qu'Allen allait bouger beaucoup. Puis ça a porté fruit. Vraiment. Aussitôt qu'Allen a arrêté de bouger, je l'avais mentionné, j'avais mentionné à TVA Sport que cette stratégie-là de Allen, il faut que tu sois top shape. Là. Quand tu bouges tout le temps, puis tu as 3 rounds de temps. Sur 3 rounds de temps, puis à un moment donné, tu as vu, OK. Il a touché la cible, mais c'est rien comparable. Quand Silva touchait la cible, tu voyais qu'il y avait la puissance, c'était pas pareil partout. Parce qu'il faut le calculer ça. Oui, il y a le volume. Par exemple, tu regardes les stats, les shots landed, OK, mais l'impact des coups compte beaucoup aussi. C'est pas du point fighting non plus. Là. Fait
Jean Silva, pour moi, il y avait vraiment ce combat-là. J'ai vu qu'il y a des gens qui étaient comme pas d'accord. Là, des gens dans l'entourage de Arnold Allen. Moi, pour moi, il n'y a pas de doute là. Il a gagné ce combat-là. Ben, je pense qu'ils ont peut-être fâché parce qu'il a fait un petit body surf à la fin. Là. Ça, c'était bon pour le show. Ouais, ben, tu sais quoi ton opinion? Parce que ceux qui savent pas, c'est comme en Jiu-Jitsu, c'est comme une insulte. Oui, c'est une insulte suprême là, quand le gars fait tout le temps la turtle position à genoux. Fait que si t'es pas capable de rentrer tes crochets, puis il fait juste se défendre, tu sautes dessus pour faire un peu de surf. C'est comme l'insulte. Des fois, tu mets tes 2 genoux sur lui, puis tu es comme ça. La pire insulte. Ce qu'il a fait à Arnold à la fin du combat. Bon, c'est un sport spectacle. Est-ce que fighting spirit, le respect de combattant, non. Je pense qu'Allen l'a bien pris quand même. Là, il a fait des petits jokes là-dessus après. Mais on n'a pas fini de le voir en mime, ce move-là. C'est nono, hein, mais en plus, mettons, dans la tête des jeux, ça a encore... Moi, je pense que ça a eu de l'impact. Ça se peut. T'sais, mettons, close fight, c'est un move flashy, ridicule, qui amène aucun dommage, mais ça donne... Je l'ai honné. Ouais. Jean Silva, il revient de sa première défaite à l'UFC. Donc, c'est une grosse performance quand même. Puis Allen, ça faisait quand même un petit bout de 575 jours, 76 jours qu'il s'était pas battu. Moi, j'ai vu l'inactivité chez Allen. Ouais? Ben, le ring rust, je trouve qu'il y en avait un peu. Puis, tu sais, ring rust, pas dans sa façon de combattre, ça c'était correct, mais comme tu dis, son style qui bouge beaucoup, là, tu vois. Il cherchait ses repères. Le fighting cardio, peut-être qu'il était moins là. Puis écoute, là, je suis pas en train de dire qu'il n'a pas livré un bon combat, mais il faudrait qu'il se batte plus souvent. Absolument. Avant ça, Nurmagomedov face à Figueiredo. La semaine passée, on se demandait si on avait vu les meilleures années de Figueiredo s'étaient passées. C'est le cas. Je pense que oui. Ça a été un combat plate, là, pour vrai. Là, on va se le dire. J'avais dit que ça pouvait être ça. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est arrivé. Puis Figueiredo, tu sais, avec la force de frappe qu'il a, je comprends qu'il respectait la lutte énormément. Mais il aurait dû essayer de rentrer plus. Tant qu'à ça, il aurait dû essayer de rentrer au moins. À un moment donné, il a passé 2 minutes 20 secondes sans donner de coup. Ben là, c'est ça. Sans rien faire. C'était fin du deuxième ou fin du troisième, je ne me souviens plus. Là, t'es comme, bon, vas-y. Puis au pire, tu te prends à la tête, t'es une black belt. Là. Je comprends que Nurmagomedov, sur toi, mais tu serais en mesure de te relever quand même. Fait que tu prends des risques. Oui, exact. Parce qu'il avait perdu les 2 premiers rounds. Au troisième round. Il n'a jamais ouvert. Puis Nurmagomedov a montré un beau stand-up aussi quand même. Il s'est amélioré beaucoup. Puis sa lutte, mais là. Mais tu sais, quand tu as de bonnes luttes de même, t'as bien plus d'ouverture avec ton striking. Oui. Les gars ils ont tellement peur de se faire amener au sol, de se faire coller. Fait que là, ils baissent leur stand. Là, ils sont prêts tout de suite à se défendre. Avec les mains, ils baissent. Tu fais juste une coupe de fin. Tu peux être plus ordinaire debout puis bien paraître quand même. T'sais. Ben, c'était un peu le cas avec Habib. Habib, c'était ça. Habib, son stand-up. Makhachev avait un meilleur stand-up. Mais Habib avait un stand-up vraiment moyen. Là. Puis il endait. Fait que ce combat-là, ça s'est passé un peu comme je pensais. Mais Figueiredo, je pense que c'est ça. Ses meilleures années sont derrière lui. Ateba Gauthier contre Poilievre, je pense qu'on a vu le manque d'expérience à long terme de Gauthier. Il a failli finir le combat assez vite, là. Mais Poilievre, lui, il nous a montré un bon menton aussi. Puis là, c'est ça. Là. C'est que là, Gauthier, on ne l'avait pas vu vraiment à long terme. Après le premier round, là, on a vu qu'il est très unidimensionnel. La stature. Très bon au niveau de son unidimensionnalité. Peu importe. Très bon dans ce qu'il fait au niveau du combat debout. Puissant. Puis les mains sont là tout le temps. Il avance, met de la pression. Mais il a 23 ans. Là, il a encore beaucoup de temps pour s'améliorer. Il manque, je pense, de connaissances pour parfaire son jeu de combat de combattant d'arts martiaux mix pour changer le rythme du combat. Ouais. Mais ça, c'est tout le temps la même affaire. Ouais. C'était du copier-coller les trois rounds. Là, c'était toujours le même rythme. Puis là, plus le combat avançait, plus son endurance diminuait. Fait que c'était moins efficace. Fait qu'il était pas capable de changer d'angle, comme tu dis, amener le combat. OK, on va peut-être coller ça sur la cage un peu. Ouais. On va peut-être feinter un peu l'amener au sol. Son fighting IQ, il faut qu'il se développe. Là, parce qu'il y a tous les outils. Là. Oui. Puis tu sais, à un moment donné, il faut que tu te rends compte aussi que ça se peut que les gars tombent pas tout le temps sur tes frappes. Et puis ça quand tu n'as pas d'expérience, c'est décourageant. Moi, j'en avais de l'expérience quand je me suis battu ici contre Volker. J'ai tout donné. Là. J'ai arraché le lavabo de la cuisine. J'y ai lancé. Il l'a pris. Pour vrai, il avançait comme un zombie. Puis là, t'es comme, OK, good. Faut pas paniquer. Là, parce que tu lances tes meilleurs shots puis quand tu continues à avancer. Là, c'est ça qui est arrivé avec Gauthier. Il a frappé fort. Là. Ah oui, surtout dans le premier round. Il y a eu d'autres séquences plus tard dans le combat aussi. Mais Poilievre a quand même bien paru dans ce combat-là. Pour un combat que probablement personne ne voulait prendre. Non, exact. Sauf que là, Gauthier s'est fait exposer un peu. Il faut qu'il travaille beaucoup sur son fighting IQ, comme tu dis. Je pense que c'est vraiment là que le bas blessé. Gros win pour Alex Perez face à Johnson. Il en avait besoin. Il avait gagné une fois ses 5 derniers combats. C'est son dernier combat sur son contrat en plus. Fait, même s'il était classé... c'était décisif. Là, c'était décisif. Ouais.
En plus, il avait manqué le poids. Fait que là, il était parti avec 2 prises, Vraiment. gros win pour lui. Il est allé chercher un KO. Ça, il prenait ça, une grosse performance de même, puis il a dominé du début à la fin. Malheureusement, il n'a pas eu le 25 000 de Bonnie parce qu'il n'a pas fait le poids. Quand tu ne fais pas le poids, tu n'es pas éligible au Bonnie. Mais je pense que pour lui, dernier combat sur son contrat, avec une mauvaise séquence comme ça, c'était la victoire, là, c'est ça qui était le plus important. Il devait être signé, il a montré vraiment des belles choses. Là, il y a une pertinence là, dans le roster du UFC, ce gars-là. Puis ouais, mais moi j'avais Johnson gagnant, fait que c'est un des 2 seuls picks que j'ai pas eu dans toute la carte. C'est vrai, hein, sur pas les combats préliminaires, mais la carte principale, puis la carte préliminaire. Toi, t'as eu 8 en 10. Ouais, exactement. Ouais, t'es pas pire. On devrait jouer à mes jeux. Un petit peu. J'aime ça des fois. Mais il y a un combat qui a été annulé. Ouais. Avant que ça arrive, oui, on sait qu'Amanda Nunes et Harrison a été annulé, mais la journée du gala, ou la veille à la pesée, peu importe, Michael Johnson contre Hernandez, le combat a été annulé. Là, tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Pas de blessure d'un bord ou de l'autre. C'est qu'il y a eu des soupçons au niveau du gambling. Encore une fois. C'est que les odds du combat, une journée avant, ou à peu près moins de 24 heures avant le combat, ils ont complètement flippé à gauche, à droite. On a eu des mauvaises expériences avec ça, qu'on checkait peut-être un peu moins avant. Là, on check ça pas mal. Ben oui. Puis là, finalement, on s'est dit non, on se fera pas pogner encore une fois. Puis Dana White a dit non. Il dit, je vais pas refaire ça encore. Je vais pas me faire pogner 2 fois. Et on a annulé ce combat-là parce qu'on avait des soupçons. On va leur booker. On avait des soupçons sur le gambling là-dessus. C'est peut-être un combat truqué ou peu importe, d'un des 2 combattants. C'est fou qu'on en soit rendu là, puis on le remarquera, ça va toujours se passer dans des combats très préliminaires. C'est la meilleure place pour cacher ça. Mais je trouve ça dommage. C'est un combat qui m'intéressait un petit peu quand même. Ouais, moi aussi. Johnson, toujours le fun à regarder. Mais c'est le fun que là, on check ça. Oui. Parce que. Ben, ça fait aucun sens quand les cotes se promènent de même sur un combat sans envergure. On se le cachera pas. C'est parce que là, ça a vraiment flippé. Ouais. Là. Fait qu'on dit, non, c'est parce que là, il y a quelqu'un qui a su que l'autre avait une blessure ou quoi de même. Non. Puis je disais, j'écoutais plutôt justement des commentaires là-dessus sur une autre station qui parlait du gambling dans le sport. Hey, c'est un vrai problème. Hein. On avait parlé, mais c'est épouvantable. Puis là, les gros noms se font pincer. Pour pas tant d'argent. Non, moi, il doit y avoir d'autres choses en arrière de ça. Genre, peut-être des menaces à la famille, des trucs du genre. Ça se peut. Mettons, un fighter du UFC, on a parlé de leur salaire. Là. Peut-être que lui, 100 000, ça l'intéresse. Mais un joueur de NBA... Ah, mais un joueur de NBA, là, on fait un petit aparté. Mais un joueur de NBA, des fois, il disait que les gars qui étaient de la mafia ou peu importe, là, du gambling, étaient assis en arrière du banc des joueurs. Puis ils se font des signes. C'est ça. Puis tu sais, il y a quelques vidéos qui ont passé, puis regarde, c'est lui. Avec Durant, je pense. Ouais, avec Durant. C'était peurant. C'était peurant, man. Fait que ça doit pas être l'argent. Ça doit vraiment avoir des pressions. Ça me fait penser à le film Les Remplaçants, là, le batteur. Là. Le Gallois. Le Gallois. Oh, ouais. Ça, c'était bon. Ça, c'était vraiment bon. Puis la dernière affaire pour l'UFC 324, Dominick Cruz, qui est intronisé au Temple de la Renommée, il ne savait pas. C'est ça qui est cool. On l'a pogné. On l'a vu sa réaction après. Dominick Cruz, 2 fois champion des poids coqs, champion de la WEC aussi des poids coqs. C'est lui qui a le plus de victoires en combat de championnat du monde dans cette catégorie de poids-là. Il y en a 7. Quand même, quand tu combines l'UFC et WEC. Fait que c'était pleinement mérité, qui est devenu un commentateur, un des meilleur, je te dirais. Bon. Là, il est très, très solide. C'est un gars très cérébral. Tu sais, comme combattant, je l'aimais pas tant que ça. Pas son style, mais la personne en tant que combattant, je tripais pas tant dessus. Puis j'ai appris à l'apprécier comme analyste parce que finalement, c'était pas un rôle. Le gars est vraiment comme ça. Ouais. C'est un gars super cérébral, analyse bien le combat, très bon. Puis tu vois qu'ils l'ont vraiment pogné pour vrai parce que c'est pas le genre de gars à faker ça. Non. Puis ça, c'est pleinement mérité. C'est un des grands champions là, dans les 15 dernières années. Le vendredi, juste la journée avant, il y a eu l'événement Zuffa Boxing, le premier événement. Très neutre. Écoute, fade. Même Dana White a dit ça n'a pas été si hot que ça. On a du travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. 2 finitions en 8 combats. Callum Walsh qui a gagné la finale, qui est un des protégés de l'organisation. Il s'est fait dropper quand même. Ouais. Ça, fallait pas que ça arrive, ça, que Walsh perde ce combat-là. Non, vraiment pas. Il fallait que ça... Moi, je pensais qu'elle allait avoir une ceinture, mais il n'y a pas de ceinture. Finalement, il avait présenté la ceinture. Je pensais qu'elle allait faire... Il y en aura une. Ouais, c'est ça. Mais là, c'était pas... parce que Dana White a ressorti là-dessus cette semaine. Il dit, quand tu vas être champion du UFA, ça va être la ceinture la plus légitime au monde. Ouais, c'est ça. C'est Dana. Mais ouais, c'est ça, je m'attendais à ça. C'était pas le cas. C'est peut-être nébuleux encore avec le Ali Act et tout. Là, peut-être. Mais tantôt, tu as fait un petit aparté sur Rios Jr. qu'on va parler tantôt. Ouais.
Reyes Jr. aussi a eu des conversations avec Zuffa Boxing. Fait que je pense qu'on construit ça, on commence à construire ça petit ou bien le construire, puis ça va grossir. Mais clairement, c'est sûr. C'est un vendredi aussi. Ouais. C'est pas typique à la boxe. Apex. On a rentré quand même beaucoup de monde au Apex, plus que d'habitude. Il y avait du monde, mais c'était correct. C'était un bon fight night d'un vendredi, comme à la boxe que j'ai jamais regardé, le Boxing After Dark dans le temps et tout. C'est parfait pour ça, mais non, ça n'avait pas une envergure. C'était correct. Puis on va voir là, le 1er février, là, c'est Zuffa Boxing 2, la finale Valenzuela face à Torres. Il faut que vous soyez vraiment des très, très bons connaisseurs de boxe pour savoir qui sont ces deux-là. Là. Mais regarde, je pense qu'on construit ça tranquillement. On veut faire bien les choses pour éventuellement signer des gros noms, puis là, que ça explose. Ce qui est tout à fait correct. Écoute, forcé d'admettre que leur plan d'affaires pour l'UFC a pas mal marché. C'est un modèle à suivre. Fait que, on peut... Dur de discuter. Dur de discuter, exact. Mais moi, regarder un vendredi, une soirée de combat de plus, moi, je suis bien content de ça. Plus correct. Ben oui. Ben ouais. Puis on peut découvrir des fighters aussi. Là, en plein ça. On va parler de PFL. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de PFL. Il s'est passé bien des affaires dans les dernières semaines parce que là, il y a un remaniement complet. PFL. Ray Sefo, qui est parti, le président. Le CEO est parti aussi. Puis là, c'est le cofondateur, Don Davis, qui quitte la PFL. Il a dit qu'il avait tout donné, qu'il ne savait plus quoi qu'il pouvait amener plus. Évidemment, lui, son plus gros coup, c'est en 2023, il a acheté Bellator. Donc, il a amené les combattants du Bellator là. Mais c'est quand même une grosse restructuration pour PFL. On se demandait tout le temps, il donne des millions pour les gagnants. Ça prend quand même des revenus de quoi de même. Oui, pour justifier ça. Sauf que là, il y a des gros investisseurs qui rentrent dans PFL présentement. On parle de Knighthead Capital, de 885 Capital aussi, qui ont beaucoup d'argent. C'est des compagnies d'assurance. Je ne sais pas où est-ce que PFL veut s'en aller avec ça. Là, je veux dire, ceux qui sont là depuis le début, là, qui commencent à quitter, qui va prendre le lead de ça? Puis est-ce qu'on va garder la même formule? Tu sais, Pat, on en parlait la semaine passée, UFC, les 3 lettres sont plus grosses que le sport. Les gens, encore aujourd'hui, disent qu'ils regardent du UFC ou ils font du UFC. Y a-tu de la place pour un autre? Il faut. Oui, puis on parlait du salaire des fighters, ça prend un penchant UFC. Je suis 100% d'accord. Mais y a-tu de la place? C'est parce que l'UFC, c'est plus une compagnie, c'est un empire. Un empire. Fait que il n'y a personne qui va être capable de compétition avec l'UFC. Jamais. Plus jamais. Ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais. Puis l'UFC, quand ça ne marchait pas, ben, ils les achetaient. Ouais. Mais l'UFC a besoin de comparatifs. Ben, je pense aussi. Hey. Mais là, avec un deal comme Paramount, on parlait de publicité tantôt, là, mais le produit du UFC va être surexposé. Ça va être encore plus partout. Là, même ma tante Ginette, elle va savoir c'est quoi l'UFC parce qu'elle va avoir eu 2 combattants au Golden Globe. Puis, ça va être plus gros que gros. Fait que, y a-tu de la place? Ils ont le deal de télé, ils ont l'exposure. La grosse force de l'UFC, là, ça a toujours été le produit qu'ils montraient à télé. C'était impeccable. Ouais. C'était fantastique. Moi, là, je vais te dire une affaire. Là, une des cartes les plus folles que j'ai vues de Fight Card, là, c'était Affliction. Ça fait longtemps. C'est dans un... Hey, t'avais Arlen Arlovski, t'avais Robbie Lawler, Victor Belfort, Matt Lindland dans ce temps-là, Joey Villaseñor, Fedor contre... La carte était débile. Mais ce qu'on regardait ça à la télé, ça avait l'air de télé communautaire. C'était pas regardable. C'était dégueulasse. C'était pas regardable. Fait que même si tu mets 2 combattants ordinaires à l'UFC, mais le produit, tu sais, des nouveaux, ils mettent tout le temps quelque chose de nouveau, des nouveaux tableaux, des nouvelles lumières autour de l'octogone. Ça compte, ça. Ça, là, ça compte parce que c'est jamais répétitif. Ça, depuis le début, l'UFC, c'est leur grande force. Le produit qu'ils montrent à la télé est le fun à regarder. Même si tu n'aimes pas les combats, tu vas dire « Oh shit, c'est un solide spectacle ». Fait que ça, c'est la grande, grande force. Aux belles années de Bellator, moi, je regardais souvent Bellator parce qu'il y avait des excellents combats, tu sais. Mais comme tu dis, tu regardais ça, ça avait l'air d'une... Tu voyais que c'était une coche en dessous. Oui. Fait que, tu sais, là, tu regardais tu regardais un excellent combat, là, moi, je sais pas, là, les grands combats de Ben Anderson contre je sais pas qui, puis là, tu étais comme, waouh, là, tu te mal à regarder, c'est pas beau. Même les angles de caméra. PFL a un peu le même problème. Ouais. C'est pas si beau que ça, regarder PFL. Tu le regardes où? C'est pas clair. Tu sais, dans la tête des gens... Exactement. UFC, tu le sais c'est où. Tout le temps. Ça, tu le sais pas tout le temps. Côté promotion, regarde, Pat, on t'abonne à tout là, ce qui se fait dans la planète combat. Là, non seulement pour le travail qu'on fait en ce moment, mais
par passion. Christy, j'ai rarement les nouvelles de PFL. Non, c'est pas ce que c'est. Jamais. Il n'y a pas de build-up. Tu peux pas faire un gala, on n'en parle plus pendant 2 mois, hop, on en reparle. Il faut qu'il y ait un fil conducteur tout le temps. Je pense que c'est CBS qui avait essayé avec un contrat eux autres, ou CBC, peu importe. Mais tu sais, une télé gratuite. Là, ils ont essayé de faire un deal comme à Paramount, mais tu vois qu'il n'y a pas... tu sais, il faut que tu investisses aussi dans la production, dans la promotion des affaires de même. Puis c'est ça la force aussi de l'UFC, c'est la promotion. Les réseaux sociaux. Les vidéos qu'ils font avant, là, le embedded. C'est bon, ça. C'est ça. On veut voir... Tu sais, oui, tu veux voir le combat, mais ce qui se passe en arrière. Oui. Puis c'est pour ça que l'UFC est tellement populaire aujourd'hui. C'est à cause d'Ultimate Fighter, la première saison. Ouais. L'UFC est en train de fermer la porte en 2005. Ils ont fait d'Ultimate Fighter. Le monde a vu ce qui se passait en arrière avec des personnages assez débiles. C'était tout un casting. Le casting était fou. Mais c'est à cause de ça. Ouais. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a eu le combat de Bonner puis Griffin qui passe encore à l'histoire, qui est encore des records. Mais il reste que le monde veut le voir, ce qui se passe en arrière, pas le produit fini. Puis ça, c'est la grande force de l'UFC. Pat, on vient de passer 1 mois sans UFC. Le pace de nouvelles de UFC dans mon feed n'a jamais ralenti. Ouais. Tu as la fille des réseaux sociaux qui fait des entrevues drôles avec les fighters. Exactement. Ils ont tellement de monde qui travaille pour eux autres qui crée du contenu. Fait que c'est jamais mort. PFL font un événement, après, tout. C'est mort. OK, cool, il a gagné 1 million, mais encore. Fait que, je sais pas, c'est de la place pour 2. Puis là, encore, ça va pas aider parce que là, Jake Paul, puis il avait signé en 2023, c'est jamais battu, là. Mais il avait signé Jake Paul pour faire un gros coup de promotion, mais encore une fois, ils n'ont rien fait avec ça. Ils ont signé Jake Paul, après ça, OK. C'est une boîte vide, on dirait, PFL. Ouais. Il n'y a rien, il n'y a pas d'écosystème PFL. Fait que ça, dans ce temps-là, t'es mort. T'es mort. Quelques nouvelles en rafale de BJJ. Je vais te laisser aller là-dessus parce que, petite nouvelle, qu'est-ce qui s'est passé. Puis qu'est-ce qui s'en vient pour la planète de Jiu-Jitsu? Oui, rapidement, Elena Craver, la jeune sensation qui a battu Teisha Allo par Estimoloc, donc une clé de cheville à ses débuts à ONE FC, la grosse promotion asiatique. C'est une excellente voie là, professionnelle pour les combattants de Jiu-Jitsu. Fait qu'elle faisait ses débuts-là. Elle fait de sensation comme d'habitude. Grosse victoire. Fait que ça, c'était intéressant. Toujours dans le gala hybride là, où tu as du MMA, du kickboxing et tout. Fait qu'elle était là-dessus. Elle va devenir une tête d'affiche rapidement. One, c'est loin de nous, mais en Asie, ils font la job que l'UFC fait ici. C'est énorme. Fait que tu sais, contenu réseaux sociaux et tout, il y en a. Là, c'est pas comparable aussi, mais meilleur que PFL. Mais bref, c'était le fun pour Elena Craver comme gros combat. Puis, carte de BJJ 5, UFC. BJJ UFC 5 va faire son retour le 12 février. Pourquoi j'en parle cette semaine? On en reparlera à l'approche du gala. Mais les 2 combats principaux étaient annoncés. Là, ça va être Mikey Musumeci en finale contre Shai Montagu pour un championnat des poids Bantam. Je te l'ai laissé ça là, je suis pas capable de dire son nom. Mikey Musumeci. Mikey. Ah, Mikey, c'est ça. On sait de qui on parle. Par demi-finale, le récent nouveau champion, Ronaldo Jr., qui va se battre contre Tarek Upstock pour le championnat moyen. Donc, ça a été une belle carte. La carte se bâtit tranquillement. Toujours bon. D'habitude, c'est les jeudis, je pense. Jeudi 12 février. C'est toujours gratuit encore sur YouTube ou sur Fight Pass. Fait que c'est le fun à regarder. Puis la carte est excellente. Je vous en reparlerai en détail. Fait que ça passe sur Fight Pass et sur YouTube. Oui. OK, c'est cool parce que Fight Pass, faut que tu t'abonnes quand même. Là. Tandis que là, ils veulent vraiment faire connaître le produit. Nice. Fait que ça se passe sur YouTube encore. Le 12 février. Ouais. On avait dit qu'il y avait du stock. Ça finit le premier round. C'est le round 1. Fait que là, on s'en va au deuxième round. Round 2. Ma deuxième round, qu'est-ce qui s'en vient? Évidemment, c'est la première fois de l'histoire que l'UFC fait 3 événements à numéro dans un mois, back-to-back. Donc, l'UFC 325 qui va avoir lieu en Australie, à Melbourne. Je vous dis tout de suite, combat préliminaire à TVA Sport direct et TVA+. TVA Sport Plus, c'est gratuit. Je sais que ça ne sera pas à TVA Sport 2 parce qu'on a un problème d'horaire. Écrivez-moi pas pour me donner de la marge, je ne peux rien faire. OK? Donc, je vous le dis, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de vous abonner. On va passer les combats préliminaires sur TVA Sport Direct et TVA Sport Plus pour les combats préliminaires. Après ça, pay-per-view en français comme d'habitude. C'est en Australie. On a parlé avant de rentrer en ondes. Heure d'ici encore. Oui. Ce qui fait que les combattants vont se battre. Les premiers combattants, les premiers en sous-carte, autour de 7h, 7h30 le matin. 2 œufs bacon, un combat. Claque sa gueule. Ouais, 2 œufs bacon, une tape sa gueule. Un petit café entre les rounds. Ça se prend bien. Ça doit être spécial comme combattant de se battre le bonheur matin, comme ça. Puis même là-bas, même si tu viens d'Australie, tu te bats quand même le matin ou autour de... C'était la carte principale autour de 11h et midi. Là.
C'est pas habituel, là. Tu te lèves à 6 h, tu as tes billets pour le UFC. On se lève à 6 h le matin, go, on s'en va à l'UFC. Ça doit être bizarre quand même. Puis, tu sais, ces combattants-là, il faut qu'ils changent leur manière de s'entraîner aussi. Tu sais, Murilo Bustamante, j'avais déjà parlé, parce que lui, il se battait au Pride souvent, puis lui, il s'entraînait au Brésil. Il dit, moi, on s'entraînait la nuit. Tu sais, pour être capable de piquer. C'est bizarre pareil. Pour être capable, on change notre horloge biologique pour être capable de piquer au bon moment, pour quand on arrive là-bas, on ne soit pas trop déstabilisé. Tu sais, tu disais, ouais, mais tu arrives 2 semaines d'avance là-bas, ben, peut-être ceux des grandes vedettes qui ont de l'argent, parce que l'UFC t'amène 5 jours avant. Ça, c'est eux autres qui prennent charge là. Mais si tu veux arriver avant, 2 semaines avant, c'est à tes frais. Là. C'est pas tout le monde qui a ces moyens-là d'arriver 2 semaines avant pour s'acclimater au réseau horaire. L'hébergement là-bas, puis tous les gros frais quand même. Là. En finale, Volkanovski, qui est chez eux, contre Diego Lopez, 2. Ouais. Volk a gagné à l'UFC 314 en avril dernier par décision. Pas une décision très serrée. Non, il avait vraiment gagné. Puis Lopez, ben, lui, a gagné son dernier combat face à Silva, Jean Silva. Il avait passé le corps au 2e round. Ça, c'était en septembre dernier. Écoute, il y a eu bien des critiques. On se demandait pourquoi on faisait ce combat-là encore. Je pense que le premier combat a été vraiment, vraiment bon. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose dans ce 2e combat-là. T'sais, est-ce que Lopez a vraiment fait beaucoup d'ajustements? Parce que Lopez, à mon avis, il a le talent pour gagner ce combat-là. Tout ce qu'il faut. C'est un de mes combattants préférés. Moi aussi. Ouais. Mais Volk, chez eux en plus, il a comme pogné une 2e vie il n'y a pas longtemps. Il est revenu comme avec le plaisir, on dirait, de faire les conférences de presse. Il y a du fun. Il y a du fun. Il avait son tablier. Il avait son tablier à conférence de presse, c'était malade. Mais je ne sais pas comment tu vois ça, ce combat-là. Ben, moi, j'avais été déçu de la performance de Lopez au premier combat. Moi, dans ma tête, j'avais dit à mon entourage, hey, moi, je pense que Lopez va le faire. Je pense qu'il va réussir à battre Volks. Peut-être qu'il a été englouti par l'ampleur du combat de l'équipe, parce que ça ne sortait pas comme d'habitude. Diego Lopez, il est bon debout, il est bon au sol, créatif. Hey, au sol, il est vraiment bon en plus. Fait que j'ai trouvé ça curieux. Peut-être que là, il va être plus à l'aise dans la chaise de combat de championnat du monde. Je l'espère. Volks, sa recette, elle ne change pas. Hein. C'est toujours la même, puis on la connaît, puis elle est dure à contrer. Bouge énormément, rentre, sort. Excellent job. Il rentre, il sort, dur à amener au sol. Il est capable de se battre sa cage. Écoute, je vais te dire une anecdote là-dessus. Volkanovski, moi, je me suis entraîné avec en 2014 en Thaïlande. Puis il était sur une séquence de 10 victoires de suite. Il n'est pas au UFC encore. Là. Puis à un moment donné, on est au Tiger Muay Thai. Ben, moi, je m'entraînais là. Puis lui, il s'entraînait là aussi. Puis je ne le connaissais pas. Là. Il me disait juste, regarde, lui, c'est un bon prospect. Il est sur 10 victoires de suite. Je vais toujours m'en rappeler. Maintenant, je fais de la lutte avec. Puis on s'en va 50-50. Puis maintenant, je pensais qu'il avait les pieds vissés à terre, mon gars. Là. Fort comme un bœuf. Je suis plus gros que lui. Là. Pas capable de le bouger. Pas capable de le bouger. Là. Il est extrêmement fort. Fait que dur à amener au sol. Je peux te le confirmer. Quand il était joueur de rugby professionnel, je pense qu'il pesait comme 200 livres. 210 livres. Oui, 210 livres. Fait que non, c'est un tronc d'arbre. Bon, je pense que Lopez va devoir amener beaucoup de mouvements. Oui et non. Il va devoir closer la fameuse distance. Parce que le in and out, Volks a l'avantage. Mais Lopez est créatif. Il y avait eu des bons moments, Lopez, dans le premier combat quand même. Fait que moi, je n'étais pas déçu de ce rematch-là, perso. Parce qu'il y en a beaucoup qui chialaient parce qu'il aurait aimé mieux voir... c'était qui le combattant que les gens voulaient voir à la place de Diego Lopez? Evloev, qui est pas Evloev. L'autre. On va le trouver. Bref, un autre combattant. OK, mais je trouve que ça, c'est plus vendeur. Puis comme je te dis, je veux voir une 2e chance pour Diego Lopez. Puis Diego Lopez, il est quand même divertissant. En conférence de presse, il est capable de parler aussi, puis tout. Fait que non, ça va être un excellent combat. Moi, en tout cas, si j'avais un petit 2 à gager, moi, je me gagerais sur Lopez. Ouais? Ah, mais toi, tu l'aimes bien. Oui, puis t'as vu sa stature, il est plus gros. Ouais. Il a pris du coffre un peu. Il était très maigre, très longiligne. Là, il a pris de la stature. Peut-être que ça va l'aider. Parce que l'aspect physique a parlé dans le premier combat quand même. Je suis d'accord avec toi. Demi-finale, Dan Hooker, ton préféré, face à Benoît Saint-Denis. Hooker qui a perdu son dernier combat face à Tsarukyan. C'est complètement fait dominer. S'est fait soumettre. Et Hooker qui a déjà parlé qu'avec une victoire, lui, aimerait ça se battre contre Sean O'Malley. On va voir. Il ne faut pas qu'il pense trop après Saint-Denis parce qu'il est quand même sur 3 finitions de suite, 2 soumissions puis un KO. Encore, lui, c'est un autre qui a comme pogné une 2e vie. Là. Il était sur une séquence de défaites, ça allait pas bien. Après Moïcano, c'était difficile. Exact. Fait qu'à Montréal, il est revenu sur le chemin de la victoire face à Prépolek. Mais on dirait que ça lui a redonné une confiance. Ouais, ça prenait ça. Là, après ça, il a passé de knockout à Dariush. Ça m'a surpris, ça. Très, très rapidement.
Mais que, tu sais, Saint-Denis, il est bon partout. C'est un bon combattant debout. Il a de la puissance, une black belt très, très bonne. Il est bon sol, il est vraiment bon. Ouais. Combat piège, par contre. Bon, Dan Hooker, je fais des blagues sur lui. Je suis juste tanné de le voir, on dirait, mais il est assez bon pour emboîter Saint-Denis. Ouais. Pour le mettre en boîte un peu. Saint-Denis, bon partout, mais moi, j'aime pas son fighting IQ. Je suis d'accord. T'sais, quand il a perdu contre Dustin Poirier, c'était supposé être son combat de consécration. Il s'est ramassé d'une guerre contre un vétéran plus brillant que lui dans l'octogone. Il a mal paru ce fois-là, puis il l'avait brassé au début en plus. T'as vu, mon Dustin Poirier, sa tendance commençait à rentrer. Je pense que c'était son uppercut qui rentrait, en tout cas, sa main arrière. Il avait beaucoup travaillé avec une guillotine, mixé le combat. Dan Hooker a ce fighting spirit IQ-là. C'est la maudite guillotine à Poirier qui a jamais gagné par guillotine. Jamais, dans toute sa carrière. Je suis sûr qu'elle est bonne. Oui, mais ça, il dit, au training, j'en passe tout le temps. Puis c'est le seul qui a vraiment passé proche de battre Habib. Habib, il a dit que ça avait serré. Mais il jump tout le temps à guillotine, puis dans son coin, Brown, à un moment donné, il avait dit, là, arrête, là. Il dit, non, je vais l'avoir. Il dit, non, arrête de te lancer sur d'autres, tu donnes une position. Il dit, non, I'm gonna get it. Il a jamais, pas juste à l'UFC, jamais il a gagné par guillotine, mais il s'entêtait. Mais à la fin de sa carrière, il l'adaptait. C'était un takedown defense en même temps. Tu sais, il l'adaptait bien. Mais bon, fait que je souhaite voir Saint-Denis gagner, parce que je pense que dans la suite des choses, dans la hiérarchie à 155 livres, c'est plus pertinent. Mais comme je te dis, on pourrait se réveiller dimanche matin, puis Dan Hooker, il a battu Benoît Saint-Denis. Puis son menton à Saint-Denis n'est pas si top que ça. C'est ça. Il s'est fait débranler une couple de fois. Là. Raphaël Fiziev face à Mauricio Ruffi. Fiziev qui est sorti d'une mauvaise séquence de 3 défaites. À son dernier combat, il est allé chercher une victoire. Enfin, ça a fait du bien. Là. Ça l'a libéré solide. Ruffi qui s'est entraîné avec Volkanovski pour ce combat-là. Oui, il était en fait avec les Fighting Nerds, mais il est allé... Ça fait longtemps qu'il est là-bas, en Australie, pour s'entraîner. Ruffi qui a perdu son dernier combat face à Saint-Denis, justement. Ouais. Saint-Denis qui l'a soumis. Ça arrêtait 7 victoires de suite, quand même. Combat qui va être assez intéressant, ça. Moi, je pense que Ruffi va vouloir passer à travers, va vouloir le démolir rapidement, je pense. Oui, mais Fiziev est bon aussi. Oui, non. On parlait de mouvement tantôt. Il bouge beaucoup in and out, spectaculaire, créatif. Dans la hiérarchie à 155 livres, c'est intéressant ce combat-là, parce que ça va dicter pas mal la suite. Dur à dire. Fiziev, comme je te dis, il sort d'un passage à vide quand même. Je suis pas capable de le coller, celui-là. Il y a un gros avantage au niveau de la portée et de la grandeur du côté de Ruffi, qui l'utilise très bien. Fiziev est petit pour un 155 livres. Ouais. Ça m'a toujours... Mais je pense qu'il est pesant. Parce qu'il est quand même... Lui, avec, c'est un bloc. Mais si Vaux est capable de faire 145 livres, je ne vois pas pourquoi lui ne le ferait pas. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ça va être intéressant. Et combat de poids lourd, Tai Tuivasa, qui est sur 5 défaites de suite. C'est pas de ça que je m'inquiète. Ben là, je l'ai vu en conférence de presse. Il a semblé avoir slimé un peu, mais là, 1 mois et demi, on l'avait vu dans le dernier show de l'année. Le dernier pay-per-view de l'année, en décembre passé, on l'avait vu. Mais il avait de l'air de peser 400 livres. Là. Il était enflé, il avait les joues grosses de main. J'étais, ben voyons donc. Puis quand j'ai vu qu'il se battait en Australie, moi, je suis plus inquiet qu'il ne fasse pas le poids. J'ai les poids lourds. T'imagines? Puis tu sais, c'est pas un grand poids lourd non plus. Puis là, il va affronter Teixeira qui est 6 pieds 8, 7 KO en 8 victoires. Pas tellement le meilleur adversaire pour sortir d'une séquence de 5 défaites. Là. Non, c'est pas un combat facile. Mais vois-tu, même malgré 5 défaites, il garde quand même Tuivasa. Parce que, bon, on le sait, d'un poids lourd, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'il est talentueux, Tuivasa. Moi, j'aime le voir se battre à chaque fois, il se présente. Il avait failli shaker la planète combat contre Cyril Gane. Il l'avait rocké quand même solide. Combat intéressant. Mais tu sais, des fois, ces poids lourds plus petits-là, on le donne clipper un gars grand comme 6 pieds 8. On se parle dessus. Puis exactement. Peu importe la catégorie de poids, quand il y a un mismatch comme ça, un gars grand, hein, c'est comme une grande cible qui est devant toi. Tout le temps, à un moment donné, il n'y a pas le choix de s'avancer. Tuivasa a beaucoup d'expérience. On ne sait jamais, mais ça donne un bon scrap quand même. Mais logiquement, Teixeira devrait sortir de là. Puis dernier petit combat, quand je veux parler, Quillen Salkill face à Jamie Mullarkey. Je veux juste vous rappeler Salkill à cause du KO qui a fait un des KO les plus spectaculaires l'année passée. Probablement dans le top. Le KO le plus perturbant, à mon avis, à cause que Paras est tombé, ils vont se demander, il va-tu se relever? On avait hâte qu'il se réveille, puis je pensais qu'il a pris 1 minute et demie, 2 minutes avant de pouvoir s'asseoir. Mais Salkill, on l'a vu, il est capable de livrer la marchandise quand c'est le temps, puis il est capable de sortir des gros KO. Muller qui est un bon vétéran. Ouais. On a hâte de le voir, Salkill. Quand tu ressors d'un gros highlight comme ça, je sais pas si dans la tête d'un combattant, ça te joue dans la tête, parce que tu te dis, tu veux tout le temps répéter ça, peut-être.
c'est ce qui est arrivé avec Joaquin Buckley. Joaquin Buckley, quand ouais. il s'avait pris la jambe, et après ça, il tourne à la... Ouais. Il a fait, spinning là, après spinning ça, fist. il arrive, puis là, il fait pas rien de spectaculaire, puis là, il dit « Ah, ça, il se réveille. » Quand tu fais des grosses affaires de même, c'est sûr que le monde s'attend à des feux d'artifice après. Fait que là, t'es comme... Ouais, mais là, ça, c'est ce genre de coup de pied-là que Buckley a donné. C'est une fois par 10 ans que tu vois ça. L'ancien 185 livres, il est maintenant Karate Combat, là, un autre que son nom m'échappe aujourd'hui, qui a fait le fameux coup de pied renversé à Ultimate Fighter. Ryan. Exactement. Il l'a jamais répété. Puis on s'est toujours attendu. Mais finalement, il n'était pas si bon que ça. C'est ça. C'est ça. Fait que des fois, tu fais des highlights, des faits saillants, puis après ça, il faut que tu vives avec parce que le monde s'attend tout le temps à ça. Là. Mais dans son cas, il est quand même bon, ça. Grosse nouvelle de boxe. Usyk, qui est là, on se demandait, OK, il va revenir contre Wilder, il va revenir, il avait choisi, il sait pas trop. Là, il y a Ruiz Jr. qui sort de nulle part, qui dit, OK, moi, je veux faire, on va faire une offre. Fait que là, quand Ruiz a fait une offre à Usyk, tu parlais tantôt, Ruiz a déjà battu Joshua. Ouais. Après ça, Joshua a pris sa revanche. Mais le plan initial, c'était Usyk contre Wilder qu'on avait entendu. Là, après ça, là, Usyk arrive. Pas Usyk, Rios arrive. Rios a dit, on a parlé avec la classe Zuffa Boxing. Ça serait une éventualité de faire ce combat-là contre Usyk. Imagine Ruiz Jr. contre Usyk chez Zuffa. Ça a une chance d'arriver. Ben, je pense que oui. Ça a vraiment une chance d'arriver. Beaucoup plus que Wilder. Ouais. Pour Zuffa, je parle. Ouais, pour Zuffa. Ouais. Parce que Wilder, ils sont pas capables de signer les deux, je pense. Mais j'aimerais voir Wilder avant. Parce que, tu sais, Rios, tout respect, il avait vraiment shaké la planète boxe. Il est quand même bon. T'sais, on pense souvent que c'est un gars un peu chubby qui avait réussi à... Mais il est quand même bon. Il donne toujours des performances excitantes. Puis on l'a vu après, quand il a perdu contre Joshua, il s'est mis en forme. Là, ouais. Il était là il a réalisé qu'il pouvait être plus que ça. Ouais. Fait que, belle carrière à date. Oui, ce serait bon contre Usyk. Je pense pas non plus qu'il y a un match là. Mais chez Zuffa, ça ferait jaser. Parce que là, tu vas chercher comme un peu toutes les étiquettes. Rios, l'héritage latino-américain, très vendeur au niveau de la boxe. Télévisuellement, Usyk, c'est le meilleur. Usyk, il y a un commentaire qu'on a eu sur les réseaux, sur nos plateformes. Le m'a dit, pourquoi vous trouvez Usyk? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre, Usyk? Ben, c'est juste sa manière d'être. Pas sa façon de se battre. Non, pas sa façon de se battre. Il n'y a rien là. C'est juste sa manière d'être. Il a l'air d'un psychopathe. Là. Il est de même, puis avec sa couette des airs, puis quand il parle aussi, c'est assez... Il est dans son monde. Là. Fait penser à Yuri Prochka. Un peu. Même style. Ouais. Il est dans son monde, même en entrevue. Ouais, ça, je te dis. Il est comme toujours. Les yeux. Fait que non, on parlait pas de son style de combat. Non. C'est un des meilleurs de tous les temps. Là, rien à dire là. Mais je veux dire, la personnalité. Ouais. C'est pas négatif. Non. C'est juste un personnage. Une observation. Une observation. Voilà. On est capable de faire ça. Ouais. Un des combats les plus attendus de 2026. Je sais qu'on est au début de l'année, mais quand même, c'est un des plus attendus. Barrios, qui est champion, face à Garcia. Ouais. Ça va être très solide. On a déjà commencé à faire quelques conférences de presse. Ça a brassé. On s'est envoyé des insultes. Ça va se passer le 21 février à Las Vegas. C'est pour le championnat du monde WBC. Et tantôt, on vous parlait que WBC fait bien ce qu'il veut avec les classements parce que, WBC, Garcia n'est pas supposé de se battre pour le championnat du monde. Non, on s'entend, là. Il s'est fait payer pour dopage. Il s'est fait payer pour dopage. Il revient de... Barrios qui revient de 2 combats nuls face à Pacquiao qui a 46 ans, Barça. C'était pas très, très jojo. Et Ramos. Puis Garcia, lui, il revient d'une défaite face à Romero. Puis avant ça, il a été suspendu pour dopage. Fait il revient d'une suspension de dopage, une défaite. On lui donne un combat de championnat du monde. Let's go. Fait que la WBC, elle s'en fout pas mal un peu de ce qui se passe au niveau des classements. Elle sait que Garcia a un gros following. Star power énorme. C'est un star power incroyable. C'est un bon vendeur. Ouais. Fait on va le mettre là, puis on sait que ça va vendre. Puis on a besoin à boxe. Mais ça va te donner un bon combat. Malgré tout ça, là, ça va donner un excellent combat, j'en doute pas. Garcia, des fois, son éthique de travail n'est pas toujours au top. S'il arrive là motivé puis tout, il est bon. Là. Il est très bon, il est très bon, mais il manque encore un titre majeur. Il l'a pas fait. Il n'a jamais gagné de titre majeur. Il va pouvoir avoir une occasion de se battre pour un titre. Il y a beaucoup plus de hype que ce qu'il a accompli à date. Fait intéressant, par exemple, Barrios, qui a un nouvel entraîneur, c'est Joe Goosen,
qui est l'ancien entraîneur de Garcia. Oui. Fait que là, ça a mis bien du drama autour de ça encore plus. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Ben, c'est le même que tu vends un combat. Ben oui. Ça prend des histoires. Toi, on parlait de PFL tantôt. Il n'y a jamais d'histoire autour de PFL. Tu sais, la boxe a toujours eu ce don-là de créer des histoires rocambolesques puis des rivalités. Fait que ça va être très bon. Un gros mois de février quand même dans les sports de combat. Oui, fait que ça, c'est un des combats les plus attendus là, pour vrai. Là. Le 21 février à Las Vegas, championnat du monde WBC des mi-moyens. Barrios contre Garcia. Et là, ça va continuer jusque-là, les conférences de presse. Ça va revoler. Puis Garcia, tu sais, Barrios, il est un petit peu plus réservé. C'est dur d'être autant... que lui, extraverti ou peu importe, exubérant. Ça, je voulais dire comme Garcia. Mais ça va être intéressant. Barrios, 29 victoires, 18 KO, 2 défaites. Puis Garcia, 24 victoires, 20 KO, 2 défaites. Mais encore une fois, je suis d'accord avec toi, son éthique de travail, c'est ça qui court à sa perte souvent. Il faut que ça y tente, on dirait. Mais là, c'est l'occasion de shiner puis de faire sa legacy aussi. Là. On avait parlé au dernier show, RAF 6, qui arrive le 28 février. On a eu Cejudo face à Faber, qui est le combat principal. Des gros noms sur la carte pour RAF 6. On a des Mokaev, Tleguida, Chad Mendes qui va se battre contre Benson Anderson. Mais là, il y a une bombe qui a tombé. Un autre gros combat qui a été annoncé. Ouais, là, t'as Tsarukhan contre Giorgio Poulos. Puis il y a tout autour Take Me Down. Ouais, ben c'est ça. Giorgio Poulos, qui est un excellent lutteur, mais vous le connaissez peut-être un peu plus si vous regardez les réseaux sociaux. Il se promène de gym en gym. Ouais. Puis il dit OK, si tu m'amènes au sol, je te donne 1000$. Il y a une pancarte, il dit Take me down for $1,000. Puis c'est pas arrivé encore. Mais il est allé dans des. Puis là, il s'en va pas dans des gyms de marde. Dans des vrais wrestling clubs. Des vrais wrestling clubs. Puis tu sais, il pogne des solides gars. Là. Puis le gars est en train de se faire un solide personnalité. Un nom avec ça. Mais oui, puis ça pogne, là, pour vrai. Là. Fait que faut aller voir ça, Take Me Down for 1000 sur le web. Il y en a plein de vidéos. Le gars est charismatique, le gars il s'en va. Puis il est pas arrogant avec les autres. Tu penses que tu vas m'amener à terre, tu dis, OK, let's go. Fait que tu sais, ça wrestle pour vrai, puis ça wrestle fort. Là. La vraie lutte. Puis. Fait que là, contre Tsarukhan, ça va être bon. Ouais, c'est ça. Colin, ça va être écœurant. Ça va être très C'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à l'époque que les Gracie, la famille Gracie, débarquaient en Amérique du Nord pour faire connaître le Jiu-Jitsu puis take over. Mm-hmm. C'est ça qu'ils faisaient. Ils faisaient des dojo storm. Ils débarquaient dans un dojo de karaté, de n'importe quoi. Ils disaient hey, pour 500$ US, on fait un combat, je bats n'importe quel de tes gars. Puis là, ils filmaient ça, puis ils envoyaient un des Gracie. Il éclatait le maître du dojo. C'est semblable un peu. Là. Hey, pour Raph, là, ça, c'est un coup de circuit. Là. Pour l'os, là, qui est. C'est sûr que Tsarukhan est peut-être plus connu dans le monde des sports de combat d'arts martiaux mixtes. Il est un excellent lutteur. On l'a vu sur le combat de Palmer et Démoli Palmer. Là. Ouais. Mais il reste que avec le following qu'il fait, puis qu'il essaie de faire connaître la lutte à travers le web d'une façon plus sympathique un peu. Mm-hmm. C'est incroyable. Imagine encore plus de following qui va arriver là. Puis on est juste au 6e événement de RAF. Je te dis ça, là, ça va être énorme là, dans 2-3 ans. Eux ont compris. Puis tu regardes, par exemple, leur compte Instagram, leurs réseaux sociaux. Il y a des histoires, il y a des rivalités. Là, ils font des entrevues avec le combattant. C'est un spectacle aussi. C'est un spectacle. Tu sais, quand il n'y a pas de gala, les semaines entre les galas, il n'y en a pas beaucoup à date des semaines entre les galas, là, mais quand il ne se passe rien dans la semaine, tu regardes le réseau parce qu'il y a une histoire qui se bâtit. C'est ça qu'il faut faire. Mais ça, là, ça va être incroyable. Alors, ça se passe là, à ma fête, 28 février. Oh, bonne fête. C'est le 29, mais il n'y en a pas. Un bébé spécial. Ouais, mais je vieillis pareil. Non, ouais, t'es sûr, t'es pas... Ah, c'est de la merde. C'est mal fait, la vie. C'est mal fait, la vie. Hey, ça nous amène au iPoke News. iPoke News. iPoke News, Matt. Cette semaine, on va parler Maison-Blanche, encore une fois, qui s'en vient. Là, ça commence à se former, ça commence à en parler un peu plus. La structure, comment on va bâtir l'octogone sur le terrain de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qu'on veut voir, peu importe. Ça va coûter cher. Dana White a dit, écoute, en production, la sphère a coûté 20 millions, puis ça a été notre show qui nous a coûté le plus cher. Il dit, c'est des peanuts à côté de ce que ça va coûter faire le show à Maison-Blanche à cause de toute la logistique. C'est spectaculaire. C'est irréel. Oui, c'est ça. C'est indescriptible, c'est du jamais vu. C'est ça la force de cette organisation-là, de créer toujours quelque chose qu'on n'a jamais vu. Hey, on l'a vu, hein? Il explique dans les entrevues que là, il calcule l'ensoleillement pour voir à quel moment. La météo, ils ont engagé des experts en météo pour tout le kit. Les angles de vue, ça va être uniquement la Maison-Blanche ou la Place des Amériques. On ne veut pas voir de spot, on ne veut pas voir de rien. Moi, je veux rien voir d'autre. Je ne veux pas voir d'écran de faire de même. C'est juste ça que les fans vont voir.
Ben, les fans. Les dignitaires qui vont être là. On parle de 4500 personnes qui vont être autour de l'octogone, mais c'est sur invitation spéciale des dignitaires, peu importe, du monde important. Plus la production du show, plus les combattants. Fait qu'on parle de à peu près entre 5 et 6 000 personnes qui vont être sur le spot de la Maison-Blanche pour cet événement-là. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de logistique. Là. Puis ça que Dana White disait, il dit c'est un cauchemar de logistique. Rentrer avec les services secrets, le screening de sécurité sur chaque personne. Bon, ça va être... Ça fout à chienne un peu. Tu te dis... Je veux pas jinxer rien, là. Mais tu te dis, tu sais, mettons, quelqu'un de mal intentionné, là, tu sais, je comprends qu'il y a de la sécurité ou de quoi de même. En plus, à l'extérieur de la Maison-Blanche, on va mettre des écrans géants pour... Il va y avoir des estrades pour 80 000 personnes qui peuvent... Sur la place d'Esplanade qu'il y a là. Oh, tu sais... Du monde à la messe. Ouais, mais... Le degré de sécurité, Pat, là. Ben, je pense qu'il va y avoir une bulle par-dessus, qu'on verra même pas. Là, moi, je pense plus aux combattants qu'aux dignitaires. Là, on m'en torche un peu d'eux autres. Là, mais je pense les dignitaires, ça va être sélectionné au ping fin, là, on s'entend. C'est ce que je pense aussi. Fait que, côté logistique, comme tu dis, c'est un cauchemar. Hey, mais ça va coûter cher. Puis, ça sera pas un UFC numéroté, ou ça sera pas un Fight Night, ça va être UFC White House. On dit que ça sera pas un pay-per-view non plus. Fait que, je sais pas, ça va être à la télé gratuite, peu importe, mais c'est UFC White House. C'est comme ça que ça va s'appeler. C'est pas un UFC à numéro. C'est pas on dit que ça allait pas être un pay-per-view. Ça veut dire que juste les retombées pour la marque du UFC, eux calculent que ça va être plus grand que d'essayer de vendre le show. C'est drôle parce que ils prennent le coût complètement à 100% eux autres. Il n'y a aucun argent du payeur, des taxes payeurs qui vont être utilisés parce qu'ils disent on est à la Maison-Blanche, c'est gouvernemental. Ils disent rien. Puis, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu quelque part que Dana White a dit qu'il ne va y avoir aucun commanditaire sur le tapis. C'est fou. Il dit ça va être UFC, le logo du UFC, et that's it. Moi, j'ai de la misère à croire à ça. Je vais le croire, mais que je le vois. Ouais, parce que zéro commanditaire. Tu sais, à un moment donné, le show, faut que tu le finances un peu pareil. Je comprends qu'ils ont de l'argent, là. Je comprends, là. Mais je dis là, c'est eux autres qui financent tout au complet et aucun commanditaire sur le tapis. Écoute, ils ont l'argent pour le faire. Là. Ah ouais, carrément. Puis, écoute, ils ont calculé les retombées que ça va donner. Ben oui. Mais moi, je me demande s'ils payent tout le coût des services secrets. Est-ce qu'ils paient eux aussi? C'est ça que je me demande. Parce que, tu sais, ça souvent, je te ramène ça bien bête. Là. Exemple, dans les villes, au Québec, là, tu vas organiser un événement à Saint-Amand, par exemple. Bon, ben, si on fournit, exemple, la police, les coblés et tout, soit que la ville le prend sous son bras, puis c'est une entente, c'est comme un don qu'on fait, ou sinon, l'organisateur doit payer ces frais-là. La police n'est pas gratuite. Mais si la ville, mettons, là, prend les taxpayers vont payer la sécurité. Oui, c'est ça. Il a dit que ça allait pas arriver. Fait que zéro. Fait que ça l'inclus ça. Hey, mais je sais pas. J'aimerais ça. Comme je te dis, là, je pense à voix haute, là, ça, j'aimerais ça savoir combien ça coûte. C'est en centaines de millions, là. 100%. C'est sûr. Juste le coût de déplacement de Air Force One, l'avion, là. Je ne sais plus c'était quoi les montants, mais tu sais, c'est en millions chaque maudite fois qu'il se déplace. Imagine ça. Puis là, on parle de l'entrée des combattants va se faire à partir de l'Oval. Du bureau ovale. Les gars, ils vont sortir de la Maison-Blanche. Ça va être un show incroyable. Tu sais, ça fait un petit bout qu'on en parle, mais j'ai de la misère à réaliser. Je le touche pas encore, on dirait. Je vais le croire quand je vais le voir, pour vrai. Il y a tellement d'impondérables qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver là, jusqu'à ce temps-là. Juste la météo. C'est un 25 cents de lancer des heures. Là. Tu ne sais pas là, si le 14 juin, il va faire beau. Tu ne sais pas. Va-tu avoir un toit prévu pour ça? Je ne sais pas. Mais pense-y, tu es un combattant. Peu importe la politique, peu importe que tu aimes l'administration actuelle, tu pars du bureau ovale pour aller te battre. Tu veux faire partie de ça. Oui, tu veux faire partie de ça. Exactement, que tu sois politiquement impliqué ou peu importe. Personne dirait non. On s'en fout. C'est un événement sportif historique. Ouais. C'est jamais vu. Puis c'est comme le summum du spectacle mêlé à la politique, mêlé aux enjeux sociaux. C'est l'enfer. C'est comme trop d'affaires, on dirait, comme tu dis. Je suis pas capable de le figurer. Puis, tu sais, on parlait, c'est la fête à Donald Trump, le 14 ou le 15 juin. Il voulait faire ça aussi. Mais j'ai lu, je pense que c'est le 350e anniversaire des Confédérations américaines aussi. Fait ou de la 250, en tout cas, peu importe. C'est la fête de la Fédération américaine, la Confédération américaine en plus. Mais ça va être un show de fou. Tu sais, Pat, on s'en vient proche de l'Empire romain. Là.
C'est pas long. Qu'est-ce qu'on offre à la plèbe? Ouais. Des jeux et des... c'est quoi la quoi? C'est des jeux et des quelque phénomènes chose. de cirque. Exactement. Pour distraire les gens. Ben, c'est ça, là. Ça va être ça. Là. Puis, tu sais, vous pouvez aller voir ces réseaux sociaux, la structure commence à être montrée en photo, comment ça va. La documentation de ça va être folle, là. Ouais, ça va être incroyable. Et puis là, après, ils vont sortir un making-of de ça, puis toute la kit. Quand on parle de contenu, ça jusqu'à quel point ils peuvent montrer ce qui se passe là-dedans. Peut-être pas tout non plus. C'est ça, c'est pas de bon sens. Puis tu sais, c'est encore loin, là. Puis ça va être... Puis il y a des rumeurs de combat qui commencent à sortir. Puis bon, il n'y aura pas de Russes sur la carte, on le sait déjà. Mais non, ça serait plutôt mal vu. Mais il attendait vraiment, je pense, le résultat du combat de la semaine dernière pour commencer à bâtir sa carte. Ouais. Là, ben, il avait dit mi-février, il allait commencer ouais. à sortir des combats, à jaser de ça. On a parlé aussi de John Jones contre Pereira, mais à 205 livres. Ça, je suis surpris. Là, dernièrement, il a dit j'aimerais vraiment faire ça. Il dit John Jones, c'est un des meilleurs vendeurs, c'est mon combattant préféré, c'est le GOAT, mais je peux pas y faire confiance. Ouais, c'est ça le problème. Il dit je peux bien annoncer ce combat-là, 2 jours avant, il peut décider fuck it, moi, il passe sur un délai de cocaïne, puis let's go, tu sais. Mais on veut-tu John Jones là? Absolument. John Jones contre Pereira. Ben, c'est ce qu'on veut, c'est le fight. C'est bizarre, par exemple. Il dit moi, je le veux à 205. J'ai pas compris celle-là. Je comprends pas, moi non plus. Il dit que ça va être plus spectaculaire. Ça va. Je pense que ça n'a rien à voir. Moi non plus. J'ai vraiment trouvé ça curieux. Mais bref, combat qu'on va voir, t'imagines un corner contre Pimblett là-dessus, ça serait ridicule. Ça serait bon. Topuria contre Gagey. On a une carte. Déjà là, on a quelque chose de très, très solide. Surtout qu'on sait que l'UFC nous écoute maintenant. Voilà. Fait que, regarde, la carte est bâtie. Puis là, il vous dit qu'au début, il était supposé avoir 6 à 7 title fights. Ça n'arrivera pas. Logistiquement, il va y avoir des super fights incroyables. Je pense pas qu'il va y avoir... S'il y a 3 ou 4 title fights cette carte-là, d'après moi, ça va être pas mal de max. Tu es en train de me dire que Donald Trump dit n'importe quoi des fois? Je me place pas là-dessus. C'est toi le politicien, l'ancien politicien, c'est pas moi. Je me place même pas là-dessus non plus. On va se rapprocher de chez nous parce que faut former la relève. Samouraï 18 qui a été annoncé le 27 mars. Et là, on en a parlé aussi avec l'Ontario, avec le deal Fight Pass. On va faire des combats locaux, des affaires comme ça. Et on revient au tournoi aussi. Ouais. Donc là, on a annoncé que ça allait être un tournoi à 135 livres. Premier match-up annoncé, Victor Bordage contre Luca Taylor. Ça prend ça. Puis je ne sais pas ça va être où encore. Je l'ai peut-être manqué. Il n'est pas annoncé encore. Il n'est pas annoncé. Mais là, il faut continuer. Là, il faut continuer à encourager cette fédération-là qui, là, ont eu un push du Fight Pass. Là, on s'en va en Ontario. On va faire des combats que le monde veut voir aussi, des combats locaux. Ça va être le fun. Comme ça va être un bon combat. Là. C'est 2 anciens champions amateurs. Ça donne un excellent combat. Puis le format tournoi, on le dit, c'est excitant parce qu'il y a un fil conducteur là-dedans et tout. Samouraï ont sorti cette semaine les règlements du fameux tournoi. Ça va être quand même intéressant. Conditions de participation, chaque combattant doit avoir au moins 6 combats professionnels au moment de l'inscription. Chaque combattant va avoir au moins 2 combats dans le tournoi. Okay. Et là, ce que j'aime vraiment qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un système de pointage. Comme PFL. Exactement. Ça, j'aime vraiment ça. Donc, c'est pas juste élimination directe. Là. Ouais. Fait que une victoire par KO soumission donne 3 points. Une victoire par décision donne 2 points. Défaite, 0 points, évidemment. Format tournoi. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est pas juste parce que tu gagnes tes combats par décision, tu peux te faire bypasser par un autre, comme tu dis, comme à PFL. Moi, je pense que c'est la meilleure formule. PFL, ce qu'ils font de bien, c'est ça le tournoi, en fait. C'est ça qui c'est excitant. Fait que 135 livres, ça va être très, très bon. Prix pour le gagnant, genre grand bonus de 10 000 $ de victoire. Tu sais, c'est des chiffres qui sont quand même locaux, puis c'est correct. Paye un voyage aux combattants, une semaine d'entraînement en Floride, etc. Fait que tu sais, je trouve ça intéressant pour la relève, là, vraiment. Puis, on va bâtir des personnages avec ça aussi. Oui, on va bâtir des personnages, puis il y a quelque chose au bout. Oui. Là, quelque chose à la clé. Là. Quelque chose, c'est ça. Tu sais, 10 000 $, tu vas dire, c'est pas tant que ça. Mais ici, au Québec, c'est beaucoup. Ben oui, pour ces combattants-là. Puis, on en a parlé la semaine passée, un combattant à l'UFC, il peut faire pas loin de ça aussi s'il passe au combat. Les gars sont payés par contre. Tu sais, où on parle de 10 000 $ à la fin, là, celui qui gagne le tournoi, mais ils sont payés à chaque combat quand même. Là. Oui, ça c'est inscrit, ils sont payés pour se battre, là, comme d'habitude. Mais vu que c'est de la relève, te battre pour 10 000 $ au Québec, là, c'est long. Les gros noms au Québec que vous connaissez, là, ça se bat même pas pour ça. Ça n'arrive pas. Fait que là, pour un kid de même, c'est vraiment intéressant. Là. Si tu bats pour 10 000 $ parce que tu en as vendu en maudit des billets, parce que tu as un retour sur ces billets vendus. Exactement. Une bourse de combattants au Québec d'une fédération québécoise,
Écoute, 4000 $, c'est de l'argent. C'est pas arrivé souvent, puis je pense, pour un Québécois, c'est bonne chance, honnêtement. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis là, c'est parce que là, Samouraï, il va falloir qu'il fasse beaucoup plus de galas, là. Parce que si on veut avoir un momentum avec ce tournoi-là, tu peux pas faire... Tu peux avoir 2 galas par année, là. Non, c'est ça. Il faut De là, ce qui est intéressant, en se promenant dans les 2 provinces, ça va justifier. Parce que, il ne faut pas se leurrer. La capacité la saturation pour l'amateur moyen au Québec est rapide. Si tu fais un combat aux 2 mois de MMA au Québec, oublie ça. Ton amateur qui peut payer une fois ne paiera pas une fois à chaque mois, juste de 2 mois. Fait que, tu fais un gala là, 3 mois plus tard, un au Québec, et tu shuffles entre les 2. Là, ça a des chances de réussite. Là. Avec la vitrine de Fight Pass qui est encore là. C'est génial. C'est génial. Mais ouais, moi, j'aime bien ça. Dans le fond, c'est vraiment la formule de PFL. C'est exactement ça. Fait que si on est capable de bâtir de la relève puis des gros noms à en devenir, ça passe par là. Puis ça, je trouve ça cool. C'est assumé. Daniel Lafont en parle. Nous, notre mission, c'est d'amener le monde, d'amener nos combattants à l'étage supérieur. Les amener dans les grosses ligues professionnelles. Fait que vraiment, quand tu connais ta mission, c'est beaucoup plus clair après le produit que tu vends aussi, puis c'est plus le fun. Ben, notre mission, c'est de finir ce show-là avec toutes les nouvelles qu'on avait, puis on l'a réussi. Écoute, ça a été encore une fois un excellent show, un gros show. Suivez l'UFC 325 qui s'en vient. Des nouvelles de RAF qui vont tomber encore une fois. La RAF 6, je pense que la carte est pas mal construite. On a-tu vraiment besoin d'autres combats sur cette carte-là? On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre call show.